Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur Nurea TV, je suis très content de vous retrouver ce soir, je suis Guillaume et nous allons faire une petite soirée astrologie entre nous ce soir en compagnie d'un invité que nous avions eu la chance d'accueillir sur notre antenne il y a déjà quelques mois pour une émission sur l'astrologie conditionnaliste. Donc avant toute chose les amis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément les tenants et aboutissants de cette discipline, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur cette émission qui est toujours en accès libre, vous la retrouverez sur le site internet Nurea TV, sur notre chaîne YouTube, et cette émission, hop, je vous fais un petit partage d'écran. Voilà, elle s'intitulait Astrologie conditionnaliste avec notre invité du soir, Julien Rouget. Donc n'hésitez pas à aller visionner cette émission après ce direct, il y a certaines choses que vous comprendrez mieux. Pourquoi ? Parce que ce soir on ne va pas forcément revenir sur toutes les explications autour de cette science astrologique, puisque ce soir l'objectif c'est d'aborder un cas pratique. C'est une idée que nous avions eue il y a déjà plusieurs mois avec Julien. Après avoir fait la théorie sur l'astrologie, on s'est dit pourquoi pas prendre un cas pratique et l'étudier de A à Z, de fond en comble, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Avant d'accueillir notre invité, je vois que vous êtes déjà plusieurs, voire même un grand nombre sur le chat. Amédée est là, bonsoir Guillaume et Julien, la tête dans les planètes ce soir. Effectivement Amédée, ce soir on parle la tête dans les planètes, et surtout on va voir quelle peut-être l'influence de cette planète sur la personnalité que nous avons décidé d'analyser ce soir, en tout cas d'un point de vue astrologique. Jean-Michel est là aussi, salut Jean-Michel. Fleur Souniata Walala, bonsoir tout le monde. Manu, la Vendella, Chris le touriste, et bien sûr je vois Marie et toute l'équipe de Modo qui sont déjà connectés et à qui je fais un gros bisou. Avant de démarrer également, je sais qu'il y a plusieurs petits soucis en ce moment d'accès sur le site Nurea TV. Deux choses que je voulais vous dire. La première, c'est que le problème que vous rencontrez quand vous vous connectez, c'est un problème de serveur tout bête. Et donc, si vous voulez arriver sur le site Nurea TV, il faut cocher l'URL http://www.nurea.tv et pas https qui est l'ancienne adresse, puisque apparemment avec le serveur ça pose un problème. La deuxième nouvelle, et j'en dirai pas beaucoup plus, c'est que soyez certains qu'on bosse là-dessus, qu'on n'a pas mis de côté l'idée que le site ne fonctionne mal, donc à la rentrée normalement en janvier tout sera réglé, on repartira sur de nouvelles bases en ce qui concerne ce site internet. Donc voilà, je voulais juste vous informer qu'on est sur le coup et qu'on n'a pas mis ça de côté, mais ça prend un peu de temps, d'énergie et de travail. Donc du travail justement, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux pour que Nurea TV puisse être accessible dans les meilleures conditions. Bonsoir à tous, tous ceux qui nous passent le petit coucou, Frozen Smog, Sarah Croche à la vie et M Canopé, je vous dis un gros bonsoir à tous, où que vous soyez sur cette belle planète. Merci en tout cas de nous rejoindre sur ces lives, ça fait vraiment plaisir de partager ces instants avec vous. Ceci étant dit, on va se plonger dans notre dossier du soir et accueillir notre invité. Julien, je suis très heureux de te retrouver sur l'antenne de Nurea. Comment vas-tu ? Très bien, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, ravi également d'être de retour, ça fait super plaisir. Alors cette émission, comme je l'ai dit, on a déjà fait une émission il y a au moins un an, j'avais dit quelques mois, mais je pense qu'on doit déjà fêter l'anniversaire de cette première émission que nous avions animée tous les deux, sur l'astrologie conditionnaliste. On a eu aussi le plaisir de proposer aux Nuréens 3 cours vidéo, voilà, pour aller un peu plus en profondeur sur la théorie, les planètes, les signes du zodiaque. On avait vraiment fait un tour très complet de cette science astrologique. Donc là aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont envie de développer un petit peu leur connaissance sur l'astrologie, ces 3 cours vidéo sont toujours accessibles sur la plateforme Vimeo. Donc vous tapez Nurea TV Vimeo dans Google et vous arriverez dessus. Et sur le site internet Nurea TV, si vous arrivez à vous y connecter, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder à ces cours vidéo. Donc n'hésitez pas si l'astrologie est une discipline qui titille votre curiosité. Ce soir, Julien, on passe de la théorie à la pratique, voilà, puisqu'on va étudier l'astrobiographie d'une personnalité, et cette personnalité, c'est toi qui l'as choisie pour ce soir. Je t'avais laissé carte blanche, et c'est l'actrice française Marion Cotillard que tu as choisi d'étudier d'un point de vue astral. Pourquoi ce choix, avant de commencer, pourquoi ce choix de Marion Cotillard ? Oui, alors déjà parce que c'est une actrice qui est très connue, et pas seulement dans la France ou dans le milieu francophone, donc elle a aussi participé à plusieurs films américains notamment, donc elle est connue aussi entre autres aux États-Unis, et pas que. Elle est plutôt bien appréciée du public, donc voilà, c'est plutôt
sympa de s'intéresser à une personne comme ça. Et voilà, c'est une actrice talentueuse qui a donné beaucoup d'interviews également. Donc, on dispose de beaucoup d'éléments biographiques dans la presse. Et également parce que dans son thème de naissance, au niveau astrologique, on retrouve pas mal de choses intéressantes. Donc, toutes ces raisons font que j'ai pensé que ça pouvait être sympa. D'accord. Eh ben écoute, partons sur Marion Cotillard. De mon côté, j'ai l'impression que ton son est un petit peu plus faible que lors des tests qu'on a fait tout à l'heure. Je pense que... Alors attends, je peux rapprocher mon micro peut-être ? Alors là, c'est mieux. C'est voilà. le jour et la nuit, si je puis dire. Voilà. C'est parfait. Donc, ça joue à pas grand-chose. Ce que je te propose... Quelques commentaires sur mon nouveau micro. Vous savez qu'on a... Alors cette année, les amis, juste pour vous dire 2019 et les soucis techniques, j'en ai un petit peu ras la casquette. Et le micro, c'est un nouveau micro, mais qui aux dernières émissions était placé au-dessus. Ce soir, je tente autre chose en espérant que le son soit meilleur. On essaye de s'améliorer, peut-être parfois un petit peu maladroitement, mais croyez-moi, on y met vraiment du cœur. Donc j'espère que ce soir, le son est plus correct pour vous, les amis. N'hésitez pas à faire des retours s'il y a encore des remarques à faire, parce que toute remarque est bonne à prendre et elle nous permet d'avancer. Julien, on se plonge, thème astro-biographique de l'actrice Marion Cotillard. C'est parti, je te laisse la parole et nous dire par quoi nous allons commencer ce soir. Oui, c'est parti. Alors, on va se plonger tout de suite dans le sujet et puis on va regarder le thème de naissance de Marion Cotillard. Je vais juste dire 2 petits mots rapides pour la présenter brièvement. Donc, comme tout le monde le sait, Marion Cotillard est une actrice française donc, qui n'a pas joué que dans des films français aussi. Elle est issue d'une famille d'artistes. Ses parents en particulier sont tous 2 comédiens et professeurs d'art dramatique. Donc, elle est issue d'un milieu vraiment artistique. Et elle a 2 frères cadets qui sont des jumeaux et qui sont nés en 1977. Donc voilà, juste pour présenter très rapidement en 2 mots. Et donc on va jeter un petit coup d'œil pour se lancer sur son thème de naissance. Donc là vous pouvez voir à l'écran une représentation du thème de naissance de Marion Cotillard. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce type de représentation, le thème de naissance, donc on aborde en détail dans l'autre conférence et dans les cours, ce n'est rien d'autre qu'une carte astronomique simplifiée du système solaire. Et c'est une carte du système solaire telle qu'il serait observé depuis le lieu spécifique de la naissance, donc dans ce cas c'est Paris, et au moment spécifique de la naissance, donc dans ce cas c'est le 30 septembre 1975 à 4h50 du matin. Et on a vu précédemment que c'était assez important d'être précis sur l'heure et le lieu de naissance. Tout à fait. Donc on va passer rapidement sur la présentation du thème. Vous pourrez retrouver tous les détails plus techniques dans le cours et puis dans les cours et dans la conférence. Alors juste, c'est important de préciser que si on observe de nombreux thèmes de naissance, on peut mettre en évidence 4 directions particulières qui sont très importantes en astrologie. Et comme vous pouvez voir, donc ici à l'écran, il y a 2 directions qui sont le lever et le coucher. Ces 2 directions correspondent au plan horizontal du lieu de naissance. Donc 2 directions. Et les 2 autres directions, donc ce sont la culmination supérieure et la culmination inférieure. Et ces 2 autres directions correspondent à ce qu'on appelle le plan méridien du lieu de naissance, c'est-à-dire le plan vertical nord-sud. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous les détails techniques, encore une fois, dans les cours. Et en fait, on va utiliser ces 4 directions pour déterminer ce qu'on appelle les planètes angulaires. Alors les planètes qui se trouvent proches de l'une de ces 4 directions, donc peu importe la direction en particulier, à partir du moment où c'est l'une des 4, on les appelle les planètes angulaires. Et ce que l'observation montre, donc si on fait des statistiques sur de nombreux thèmes de naissance, c'est que les planètes angulaires renseignent
sur les facettes psychologiques qui sont caractéristiques, les plus caractéristiques de la personnalité. Voilà, donc les planètes qu'on va prendre en compte dans ce thème astrologique, ce sont les planètes qu'on retrouve sur ces 4 zones bien spécifiques. Voilà, tout à fait. Et donc on va voir alors qu'est-ce que ça donne dans le cas particulier de Marion Cotillard. Donc là sur l'écran vous pouvez voir que j'ai entouré en orange donc les 3 planètes qui pour Marion Cotillard, donc pour sa date, son heure et son lieu de naissance sont mises en valeur, sont surlignées en quelque sorte. Donc on va retrouver dans la zone du lever Vénus, donc un petit peu après le lever. Dans la zone de la culmination supérieure, on va trouver Mars. Et dans la zone de la culmination inférieure, on va trouver Neptune. Donc il n'y a rien dans la zone du coucher. Donc on peut s'attendre à ce que les facettes psychologiques qui sont associées à ces 3 planètes, donc Vénus, Mars et Neptune, soient particulièrement marquées dans la personnalité de Marion Cotillard. Donc on va y revenir en détail dans la suite. Alors ensuite, une fois qu'on a déterminé ces planètes, qu'on retrouve dans ces fameuses zones de coucher et de culmination, il est question d'établir une hiérarchie, lesquelles sont les plus importantes. Donc je passe sur la diapo hiérarchie. Voilà. Donc une fois qu'on a localisé ces planètes qui sont proches de ces 4 directions très importantes, donc une fois que les planètes angulaires sont localisées, on peut établir donc ce qu'on appelle la hiérarchie planétaire. Tout simplement, c'est un classement qui indique pour chaque planète si elle correspond à des traits de personnalité qui sont plutôt très marqués, très saillants, ou donc ça ce sont les planètes qui sont en noir, sur fond noir sur l'écran, ou bien des traits de personnalité qui sont modérément marqués, voilà, plus en moyenne, donc ça c'est les planètes qui sont sur fond gris, ou encore des traits de personnalité qui sont peu marqués, voire pas du tout présents, et ça correspond aux planètes qui sont figurées sur fond blanc sur l'écran. Donc là encore, on va y revenir en détail dans la suite, mais c'est pour présenter un petit peu pour mettre les choses en place. Donc dans les documents que tu m'as transmis, est-ce qu'on avait déjà vu ces planètes? Donc là on a vu il y a 3 groupes. Oui. Celles qu'on appelle les planètes dominantes. Les planètes grises, ce seraient les planètes sous-dominantes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les planètes non dominantes, celles qui ont peu voire pas d'impact sur les traits de personnalité de la personne. Ce soir, Marion Cotillard, beaucoup de questions sur Marion Cotillard. On nous demande est-ce qu'elle regarde l'émission? Je ne sais pas, Marion. Si tu nous regardes, nous te transmettons tout notre respect et toutes nos amitiés. Voilà. Et notre admiration. Bonjour, par la même. Et puis j'espère peut-être qu'un jour Marion Cotillard tombera sur cette vidéo et apprendra peut-être aussi à pas mieux se connaître, mais à mieux se comprendre. Voilà, bon, il n'y a pas de grande révélation, parce qu'a priori elle se connaît déjà bien. Mais... À mon avis, elle se connaît mieux que nous ne la connaissons. On va pas trop s'avancer. Voilà. Je pense qu'on va lui apprendre quelque chose. Et donc, voilà, dernière diapo pour finir sur ces planètes dominantes. Petit récap. Les 3 planètes dominantes de Marion Cotillard, on l'a vu, Vénus, Mars et Neptune. Voilà. Et donc en fait, Vénus, Mars et Neptune, ce sont les planètes sur lesquelles on va se concentrer dans un premier temps, dans la première partie de la présentation. Et je vais vous présenter donc en détail à quels traits de personnalité correspondent ces planètes. Donc on va regarder ça dans le détail. Ok. Alors, donc là, pour introduire un petit peu donc ces traits de personnalité, je vous propose de faire un petit détour théorique rapide, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Ça, vous pouvez le retrouver encore une fois en détail dans les cours. Mais voilà, je vous fais un petit résumé rapide pour comprendre un petit peu comment on associe tel trait de personnalité à telle planète. Donc en fait, on va utiliser dans la suite le système RET que je vais expliquer. Donc c'est une grille de lecture psychologique qui est utilisée en astrologie conditionnaliste. Donc c'est spécifique de l'approche que j'utilise. Cette grille de lecture psychologique a été développée par l'astrologue Jean-Pierre Nicolas
pour définir de façon rationnelle les traits de caractère associés au Soleil, à la Lune et aux planètes. Pour résumer rapidement, le système RET fait la différence entre 3 niveaux de réalité. Alors on a le niveau R, donc le premier niveau, qui correspond à ce qu'on appelle la représentation, qui est figurée en jaune dans tout le système conditionnaliste. Et ce niveau R est associé aux apparences connues, aux informations claires et visibles, qui relèvent du domaine de la théorie, des mots, du langage. On va revenir dessus en détail, mais voilà, pour présenter rapidement. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau E pour expérience, qui est figuré en rouge dans le système conditionnaliste. Ce niveau E est associé plutôt aux faits concrets, aux informations matérielles, qui relèvent plutôt du vécu, du ressenti émotionnel, du concret, de l'expérience physique. Donc ça, c'est le deuxième niveau, le niveau E. Et ensuite, il y a le troisième niveau, le niveau T, T pour transcendance, qui est figuré en bleu dans ce système. Et ce niveau est associé à ce qui est plutôt inconnu, plutôt mystérieux, caché, aux informations qui sont immatérielles, invisibles, et qui relèvent du domaine abstrait, de l'imagination, de l'intuition. Donc on va y revenir encore une fois dans la suite. Et donc dans ce système, dans le système RET, chaque planète, à l'exception de la Lune, que je vais détailler plus tard, chaque planète sensibilise à une façon particulière de transformer les informations en passant d'un niveau de départ, donc de l'un des 3 niveaux de départ, à l'un des 3 niveaux d'arrivée. Et donc dans la suite, je vais donner plusieurs exemples pour illustrer comment ce système fonctionne en pratique. Voilà, le pratique, et encore une fois, voilà. Je vous rappelle les amis, ce soir, c'est vraiment deux émissions totales en accès libre qui expliquent les fondements de cette pratique, et 3 cours vidéo qui rentrent vraiment dans les détails. Mais je pense que déjà avec la première conférence, vous aurez beaucoup de réponses à des questions que vous souhaitez nous soumettre ce soir et auxquelles Julien a déjà répondu lors de la précédente émission, même si à la fin de l'émission, on va laisser Julien nous présenter tout le thème astrologique et l'étude biographique de Marion Cotillard. En fin d'émission, on prendra toujours 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions, et j'imagine qu'il y en aura encore plein. Donc patience les Nuréens, votre heure viendra pour les soumettre à notre invité. Je te laisse poursuivre, Julien. Donc là, oui. on a vu la base du système RET. Voilà. Et on repasse sur notre protagoniste du soir, Marion Cotillard. Voilà. Donc, comme on l'a vu, les 3 planètes angulaires, donc, qui a priori sont les plus marquées dans le thème, sont Vénus, Mars et Neptune. Et si on les reporte dans le système RET, on remarque qu'elles partagent un point commun dans ce système qui est assez remarquable. Donc c'est un cas particulier qui se produit pour Marion Cotillard. En fait, ces 3 planètes, Vénus, Mars et Neptune, sont associées au même niveau d'arrivée, à savoir le niveau de l'expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie. Et donc là, on va se pencher sur ces 3 planètes dans le système RET. Et en fait, ces 3 planètes vont être associées à la sensorialité affective, donc ce qu'on appelle la sensorialité affective, qui correspond en fait à toutes les façons possibles d'aboutir au niveau de l'expérience, c'est-à-dire d'aboutir à des sensations physiques, à des expériences vécues, des ressentis émotionnels, à des sentiments vraiment incarnés, vibrants, à l'aspect plutôt charnel de l'existence. Donc tout ça, c'est la sensorialité affective. Donc oui, vas-y. Si je synthétise un peu ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire que tous les stimulus qui se présentent à cette actrice sont transcendés, interprétés, passés à la moulinette de la sensorialité. Oui, on peut le résumer comme ça. En fait, avec la sensorialité affective, quel que soit le point de départ, quel que soit le type d'information qu'on a au départ, on aura
en fin de compte, à l'arrivée, des informations qui sont de nature émotionnelle. Donc c'est très intéressant lorsque ces 3 planètes sont combinées dans une même personnalité, donc Vénus, Mars et Neptune. Et lorsque c'est le cas, on peut s'attendre à une personnalité qui est plutôt à fleur de peau, plutôt de ce type, avec une facette plutôt hypersensible. À tes souhaits, Guillaume. Merci. Et pour ce type de personne, on peut s'attendre à ce que les émotions, les sentiments, les ressentis, les affects aient une importance toute particulière et en tout cas nettement au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre, en théorie en tout cas, du point de vue astrologique. Alors bien sûr, ça c'est la théorie, et on peut se poser la question, est-ce que la théorie correspond à la pratique? Donc, est-ce que ce portrait théorique du trio entre Vénus, Mars et Neptune va correspondre à Marion Cotillard dans la vraie vie? Est-ce que c'est le cas? Toute la question est là. Voilà. Alors, je suis allé rechercher dans des éléments biographiques qu'on peut trouver ça et là, donc dans les interviews de magazines, dans les interviews enregistrées en vidéo, qu'on peut trouver sur YouTube également, dans les films également. Et il se trouve que lorsqu'on approfondit, lorsqu'on se penche sur ces éléments biographiques, on remarque des adjectifs qui sont souvent utilisés par les personnes qui interviewent Marion Cotillard, soit qui l'ont rencontrée, qui sont des amis par exemple, ou des collaborateurs. Et on retrouve très souvent certains adjectifs. Alors je me suis amusé à faire une petite liste que je vais vous lire. Des adjectifs que les personnes qui ont rencontré Marion Cotillard, donc qui l'ont côtoyée, utilisent pour la décrire. Alors d'après ces personnes, Marion Cotillard est quelqu'un de vrai, sincère et honnête, quelqu'un de chaleureux et attachant, quelqu'un de gracieux et sensuel. C'est une personne vibrante et passionnée, d'après ces personnes, ardente et fiévreuse, émouvante, bouleversante et hypersensible. Donc, a priori, on a l'air d'être sur la bonne piste. Ça semble corroborer la première lecture que nous propose le système RET que tu utilises. Voilà. Je vous ai trouvé une petite citation, juste pour illustrer ça, donc de Marion Cotillard. En entretien, donc, la journaliste lui demande « Est-ce que vous êtes émotive ?» Et Marion Cotillard répond « Ah oui, beaucoup trop. Et depuis que je suis maman, c'est encore plus terrible. J'ai toujours eu une grande sensibilité, mais là, ça a atteint un niveau dingue. Heureusement, cette hypersensibilité aggravée est compensée par cette nouvelle aptitude à rire de moi-même et de mes réactions émotives qui peuvent être démesurées. » Bon, la couleur est annoncée, nous avons affaire à quelqu'un d'ultra sensible. Voilà, je pense que c'est assez clair. Alors dans la suite, on va se pencher sur chacune de ces planètes dominantes. Donc on va commencer par Vénus, ensuite Mars, ensuite Neptune. Et on va voir plus en détail à quoi chacune de ces planètes correspond, à quelles caractéristiques elles correspondent. Et je vous propose de commencer donc avec sa première dominante dans le classement, qui est Vénus. Et dans son thème de naissance, dans le thème de Marion Cotillard, Vénus se trouve dans le secteur zodiacal du Lion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on va récapituler juste avec Vénus, et ensuite on va regarder comment le Lion vient s'ajouter à ça. Pour commencer, donc je vais vous faire un petit récapitulatif rapide pour la signification de Vénus dans le système RET. Alors Vénus, dans le système RET, sensibilise aux transitions entre le niveau de la représentation, on peut dire que c'est le niveau des apparences visibles, et le niveau de l'expérience physique. En d'autres termes, avec Vénus, les émotions physiques proviennent des apparences visibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une personne avec une Vénus dominante,
on peut s'attendre à ce que cette personne ait un besoin spécialement important d'interactions sociales qui sont fondées en priorité sur la douceur, la gentillesse, la tendresse, l'empathie, la délicatesse, la compassion. Ça, c'est un premier trait. Un autre trait, c'est qu'on va rechercher par-dessus tout, dans nos interactions sociales, la complicité affective, le partage émotionnel, le désir, qu'il soit amoureux ou amical. Ça, c'est un autre trait. Encore un autre trait, c'est dans nos rapports avec les autres, on a un côté qui va être naturellement avenant, touchant, attachant, charmeur, séduisant. Ça, on va le retrouver. On va avoir tendance à s'exprimer de façon plutôt sensuelle, suave, voluptueuse. On va être particulièrement sensible au plaisir sensoriel, à ce que l'on ressent en regardant le monde qui nous entoure, en écoutant les sons, en respirant les parfums, en goûtant ou en touchant. Et on peut s'attendre également à avoir un côté plutôt artiste, plutôt esthète, où on va être facilement touché par la beauté, par la musique, par l'art. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques auxquelles on peut s'attendre si Vénus se trouve dominante dans le thème. D'accord. Donc ça, c'est le portrait théorique de Vénus. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder si Vénus se trouve en Lion, de quelle façon ça va moduler les caractéristiques associées à Vénus. Alors dans le thème natal, dans le thème de naissance de Marion Cotillard, Vénus se trouve dans le signe du Lion, donc c'est pour ça qu'on va aborder plus en détail ce signe. Et en astrologie conditionnaliste, le signe du Lion est associé à des caractéristiques d'extériorisation, d'ouverture, de générosité, d'audace. Avec le Lion, en fait, le revers de la médaille, par rapport à ses facettes, ça va être de parfois exagérer, de parfois trop en rajouter, de parfois aller trop loin et d'avoir du mal à faire preuve de mesure et de réserve. Alors comment ça va se combiner avec Vénus et le Lion? En fait, on va s'attendre, si Vénus se trouve en Lion, à avoir une personne qui s'émerveille facilement, donc ça c'est le Lion, face à l'art, à la beauté, à la gentillesse, ça c'est Vénus, au risque d'être parfois exagérément positive, ça c'est le Lion, dans ses réactions émotionnelles, ça c'est Vénus. On va s'attendre à avoir une personne qui extériorise généreusement, ça c'est le Lion, ses démonstrations de tendresse et d'affection, donc ça c'est plutôt Vénus. Le risque, c'est que parfois cette personne pourrait paniquer, pourrait être anxieuse, ça c'est le Lion, si jamais elle n'obtient pas en retour une énorme quantité, ça c'est le Lion, de tendresse et d'affection, ça c'est Vénus. Donc vous voyez un petit peu comment ça peut se combiner en pratique. Voilà, on voit clairement les caractéristiques et du signe zodiacal et de la planète, et une fois qu'on les combine toutes les deux, on comprend un peu mieux comment tout ceci s'imbrique et se concrétise dans les réactions dans la vie des personnes. Voilà. Et donc on va se pencher un peu plus sur les éléments biographiques pour voir si est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans le cas de Marion Cotillard, puisque ça c'était le portrait théorique. Alors maintenant on va passer à la pratique. Et lorsqu'on se penche sur les éléments biographiques, on apprend que en fait, Marion Cotillard accorde un rôle de premier plan à la musique, donc ça c'est un premier élément. Elle a appris à jouer du piano quand elle était petite. C'est également une passionnée de guitare. Elle a plusieurs guitares. C'est une passion qu'elle partage avec Guillaume Canet. Donc, dans leur appartement, il y a de nombreuses guitares, de nombreux modèles de guitares. Donc ça, c'est une passion partagée. Et il se trouve que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Elle s'est produite sur scène en accompagnant le groupe de musique Yodelis, dont vous pouvez regarder sur Internet. Et elle s'est produite comme chanteuse et comme musicienne. Et là, vous voyez des photos à l'écran. Ouais, c'est une facette qu'on ne connaît pas à cette actrice, effectivement. Ouais.
c'est une facette un petit peu surprenante. Et je vais juste vous donner une ou deux citations rapides à ce propos. Donc, en entretien, elle déclare par exemple je me suis donné comme règle de chanter, de danser, de rire et de méditer au moins une fois par jour. Un autre exemple, dans un autre entretien, elle déclare la musique occupe une partie importante de ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans. J'ai toujours travaillé en musique. J'ai un rapport d'amour avec cette forme d'expression. Donc voilà, a priori, la musique, c'est important pour Marion Cotillard. Ça, c'est une première facette. Premier point. Voilà, premier point. Donc je vais vous illustrer comme ça par différentes facettes ce qu'on pourrait mettre en parallèle avec cette dominante Vénus en Lion. Alors une autre facette qu'on va pouvoir retrouver si on se penche en détail, c'est que Marion Cotillard, c'est une fan de comédie musicale. Tiens donc. Donc voilà, c'est aussi un élément qui n'est pas forcément très, très connu. Et par exemple, elle a tourné donc, justement dans une comédie musicale américaine, Nine, du réalisateur Rob Marshall. Et dans cette comédie musicale, d'ailleurs, elle interprète avec talent la chanson Take It All. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Elle chante très bien. Elle chante vraiment très bien. Et donc, je vais juste lire une ou deux citations vraiment rapides pour illustrer ça. Donc, par exemple, en entretien, donc, elle déclare à propos de la comédie musicale que c'est un rêve devenu réalité de pouvoir jouer dans le film Nine. Quand elle était enfant, donc elle déclare quand j'étais enfant, j'adorais les comédies musicales. Ça, elle le dit en entretien. Elle le redit dans un autre entretien d'ailleurs. La comédie musicale, chez moi, c'est autre chose qu'un simple rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je vivais les chorégraphies que j'apprenais par cœur devant la télé, celle de Chantons sous la pluie par exemple. Donc voilà. Marion Cotillard, une fan de comédie musicale. D'accord. Alors juste un petit truc, Julien, oui. Avant qu'on poursuive, il y a des toutes petites coupures de micro, elles sont pas dérangeantes. Par contre, je pense que ton micro est redescendu un petit peu. Oui, je vais le rajuster peut-être. De temps à autre. Est-ce que c'est mieux ? Ouais, tu nous le remontes de temps à autre et ça sera parfait. Je vais faire attention au fil aussi, parce que peut-être que je le pince sans faire exprès. Hein. Je n'osais pas te le dire. On va finir l'émission les bras en l'air. Voilà. Je vais essayer de le mettre à un endroit où je pourrais pas trop le pincer. Alors je vous propose de poursuivre un petit peu ce tour des facettes donc, qui peuvent illustrer Vénus en Lion, et avec une autre facette où en fait on va avoir un côté plutôt artiste et esthète pour Marion Cotillard. En fait, Marion Cotillard s'est intéressée entre autres à la danse et à la mode. Et de façon générale, à travers ses entretiens, on voit qu'elle montre vraiment une grande capacité à s'émouvoir et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Par exemple, en entretien, elle déclare voilà, je vois toujours le côté ensoleillé de la route. Voilà, j'essaye toujours de voir les choses en positif, si je reformule. À propos de Paris, en entretien, elle déclare ce que j'aime de Paris, c'est son côté créatif, artistique et inspirant, qu'il s'agisse de peinture, de cinéma, de musique ou de mode. Paris a connu de grandes époques de création avec des réunions d'artistes de tous bords. C'est l'une des choses que j'aime le plus et qui me rend fière d'être parisienne puisque je suis née à Paris. Donc voilà, et puis après elle poursuit en disant que c'est à propos de Woody Allen donc, qui a vraiment magnifié Paris dans son film, et elle conclut en disant que la beauté d'un artiste, c'est de pouvoir faire partager son amour. Donc voilà, ça illustre un petit peu son côté esthète et artiste. Et vous pouvez chercher, il y a plein de citations comme ça, il y en a encore plus. Ah oui, j'imagine que ce ne sont pas des cas isolés et que tu n'as pas juste récupéré les citations qui t'arrangeaient dans le cadre voilà. de cette analyse.
Alors, Et voilà. prochaine diapo, là, on revient sur la sensorialité affective. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très très remarquable à propos de Marion Cotillard. Bon, je me suis amusé un petit peu pour l'image d'illustration. Ah, il y a du cœur, il y a du cœur. Voilà, il y a du cœur. Il en faut. En fait, c'est très remarquable parce qu'à travers tous ces entretiens, toutes ces interventions, on voit vraiment qu'elle déborde d'affection. En fait, il y a une forte présence du registre et du vocabulaire affectif dans son discours. Et je vais donner juste quelques exemples très rapides. Alors, par exemple, elle déclare en entretien « J'éprouve un besoin de regard et d'amour qui m'épuise. Je n'assume pas très bien mon besoin d'être aimé à ce point, alors je le reporte sur mon travail. » Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. D'accord. Donc un grand besoin d'affection, à la fois de recevoir et de donner de l'affection. Ouais, on retrouve cette caractéristique dont tu nous parlais tout à l'heure par rapport au lion, et la quantité d'amour et d'affection dont elle a besoin et de donner et de recevoir. Exactement. Avec le lion, en fait, ça a un effet où on voit tout en grand, en fait. On peut parler d'excès avec le lion ? Alors, parfois, ça peut inviter à une forme d'excès, effectivement. Pas toujours, mais parfois, voilà. Attention les lions, restreignez-vous. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une facette hypersensible qui transparaît. Alors on va poursuivre, et la prochaine diapo, je l'adore parce que c'est un film que tout le monde devrait absolument voir. Oui, et si tel n'est pas le cas, les Nuréens, jetez-vous dessus. Je confirme. Et c'est un film, moi j'avais même oublié que Marion Cotillard avait joué dedans parce qu'elle n'a pas le rôle principal. Et ce film, il s'affiche à l'écran, c'est La Belle Verte. Magnifique. Qu'est-ce que nous dit la participation de Marion Cotillard à ce film, toujours dans le cadre de cette lecture astrologique ? Voilà, alors en fait c'est juste pour illustrer que certains personnages que joue Marion Cotillard dans certains de ses films, ils ont un profil qui pourrait vraiment correspondre à une description d'une dominante Vénus, c'est-à-dire un profil d'un personnage affectif, émotif, empathique, compatissant, gentil. Et justement le personnage de Macha, donc, que joue Marion Cotillard dans ce film La Belle Verte, il correspond parfaitement à ce profil. C'est vraiment quelqu'un de très, très doux, très empathique. Ça illustre parfaitement cette facette en fait. Donc c'est intéressant à remarquer. Alors je me faisais une petite réflexion quand tu m'as montré les documents que tu avais préparés pour cette émission il y a déjà quelques temps. Je me disais mais quel crédit on peut donner à l'analyse de personnages qui sont des personnages joués par un acteur. Et après en réfléchissant un peu à la chose, je me suis dit d'une part, ces personnages, il faut les incarner. Et en plus, les personnes choisies pour les incarner ne l'ont pas été par hasard. Et donc ce lien entre Marion Cotillard, la personne, son identité civile et les personnages qu'elle joue, il y a quand même un lien, et on peut, il me semble, tu vas rebondir là-dessus, mais qu'on peut quand même tirer quelque chose de la personnalité, même si on a affaire à des acteurs. Oui, en fait, tu as souligné des éléments très importants par rapport à ça. C'est que on ne peut pas complètement dissocier le personnage, les caractéristiques psychologiques du personnage dans le film des caractéristiques psychologiques de la personne dans la réalité. Alors bien sûr, c'est pas la même chose. Mais on ne peut pas non plus complètement le dissocier. Il y a un rapport ténu entre l'un et l'autre. Et on peut parfaitement imaginer que un acteur ou une actrice est casté, donc est choisi pour certaines caractéristiques psychologiques qu'il arrive à mieux exprimer de par sa personnalité, justement. Donc c'est loin d'être absurde de penser ça. Tout à fait. Alors on poursuit, parce qu'il y a une grosse filmographie, Marion Cotillard, donc on va enchaîner sur d'autres films. Il y avait La Belle Verte juste avant, encore une fois, un chef-d'œuvre, immanquable, ne passez pas à côté, un film rempli de bonnes vibrations. Et là aussi on passe sur un autre film, moi je l'ai trouvé assez exceptionnel ce film, c'est Big Fish.
Voilà. Alors malheureusement, ça fait partie des films que je n'ai pas encore vus, donc il va falloir que je l'ajoute sur ma liste. Ah oui, va falloir. En fait, c'est juste pour une très courte citation qui illustre encore une fois le côté vraiment compatissant, empathique de Marion Cotillard, qui dit à propos de Tim Burton, donc le réalisateur de Big Fish. À propos, donc c'est une déclaration de Marion Cotillard qui dit à propos de Tim Burton, il est d'une délicatesse infinie. Il m'a envoyé un tableau qu'il avait peint juste avant la sortie de Big Fish en France. Et c'est intéressant parce que très souvent on va retrouver ce type de perception où Marion Cotillard est vraiment touchée par un aspect ou un autre des personnes qu'elle côtoie en fait, et en particulier des aspects de délicatesse, de tendresse, d'empathie, qui sont à mettre en lien justement avec la dominante Vénus. Donc j'ai trouvé que ça illustrait un peu ça. Sensible à la moindre chose. Voilà, la moindre chose. Là, quand un réalisateur vous envoie un tableau dans le film que vous avez tourné, c'est pas la moindre chose. Ceci dit, ce n'est même pas étonnant de la part d'un homme tel que Tim Burton. Alors, prochain film qu'on va voir, dont on va dire quelques mots. Hop. Voilà, Midnight in Paris. Voilà, donc une autre illustration possible de cette facette vénusienne. Et en fait, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement de le regarder. C'est un très bon film, c'est l'un des meilleurs Woody Allen. Et vraiment, c'est un régal. Tous les acteurs jouent très bien dans ce film. L'histoire est géniale. Et en fait, dans ce film, Marion, il joue le rôle d'Adriana, et c'est en fait un rôle de muse, d'artiste, et qui est une muse justement sensible, émouvante, sensuelle, séduisante, qui encore une fois correspond parfaitement bien à ce profil vénusien. Donc, la muse, c'est quand même l'archétype vénusien par excellence. Oui, voilà, on peut vraiment le mettre en correspondance avec Vénus. Effectivement, oui, tout à fait. Oui. Alors, je poursuis avec un autre film. Oui. Là, ah, non, c'est pas le bon. Là, j'étais reparti en arrière. Blue Tease. Alors lui, je ne le connais pas. Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Donc voilà, c'est un film qu'il faudrait peut-être que j'ajoute à ma liste aussi. En tout cas, je l'ai juste mis pour illustrer une citation, encore une fois, de Marion Cotillard par rapport à son compagnon, Guillaume Canet, qui a réalisé le film Black Ties. Et en fait, elle dit à propos de Guillaume, il y a dans le film de Guillaume une humanité et une manière de raconter le parcours intérieur de chaque personnage qui me touche particulièrement. Il aime profondément les gens et ça me fascine de le regarder mettre en scène. Voilà, donc j'ai trouvé que ça pouvait illustrer encore une fois cette facette où on est vraiment touché par l'humanité, la gentillesse des personnes. Hop, film suivant, 2 jours, 1 nuit. Voilà. Donc je ne l'ai pas vu non plus, donc voilà, je peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai regardé les critiques et apparemment il y a des très bonnes critiques, donc ça peut être intéressant à regarder. En fait, je voulais juste le rajouter par rapport encore une fois à une citation de Marion Cotillard qui s'exprime à propos des frères Dardenne, donc les 2 co-réalisateurs du film. Qu'on voit en photo sur la diapo. Voilà, une photo très sympa d'ailleurs que j'ai trouvée. Une photo qu'on pourrait qualifier aussi de vénusienne d'ailleurs, qui montre de la tendresse. Et en fait, en s'exprimant à propos des frères Dardenne, elle dit que voilà, c'était le tournage le plus beau de sa vie, donc avec tout le respect et l'amour qu'elle porte au réalisateur avec qui elle a travaillé. Elle dit que c'était merveilleux, qu'elle a absolument adoré tout ce qu'ils ont réalisé. Et en fait, elle dit quelque chose qui est intéressant par rapport à Vénus. Un jour, en répétition, ils se sont retournés vers moi et m'ont dit « Nous, on parle toujours des spectateurs. » Je leur ai répondu « Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Le peu de fois où j'ai essayé d'évoquer le spectateur avec d'autres réalisateurs, on m'a envoyé bouler. Pourtant, on fait quand même les films pour eux. Moi, je ne m'en fous pas. » Voilà, donc j'ai trouvé que ça illustrait encore une fois le côté empathique. Sensible à certaines attentions, empathique. Voilà.
D'accord. Une illustration. Alors, on poursuit avec un autre film, Macbeth. Macbeth, Alors. excusez mon accent anglais, c'est toujours d'un ridicule. Je ne m'éterniserai pas là-dessus. Avec l'accent français, Macbeth. Moi, je fais tout avec l'accent stéphanois. Voilà. Donc là, c'était encore une citation de Marion Cotillard qui s'exprime à propos de Justin Kurzel, le réalisateur du film. Donc Justin Kurzel, probablement avec l'accent français aussi. Donc elle dit qu'elle a tellement adoré travailler avec Justin Kurzel que cet homme a été une de mes plus belles rencontres d'actrices. Elle dit qu'il a un vrai sens artistique. Et elle dit que sa première histoire avait de la grâce, alors qu'elle était très sombre. Et c'est en même temps l'amour qu'il a des personnages, même des plus monstrueux, qui m'a intéressé. Donc voilà ce qu'elle dit à propos du réalisateur. D'accord. Ce qui est encore une fois dans la même veine. Voilà. Oui, Il n'y a pas de surprise. On est dans le registre de l'empathie, de l'amour, de la tendresse. Alors pour illustrer Vénus, encore une ou deux affiches de films qui vont compléter le portrait. Mal de Pierre, voilà. Un film de Nicole Garcia, toujours avec Marion Cotillard. Voilà. Donc elle dit à propos de Nicole Garcia, la réalisatrice, que donc Nicole Garcia porte cette sensualité en elle, ce côté charnel. Elle fait corps avec les personnages. Travailler avec une femme comme Nicole, qui est aussi une merveilleuse actrice, c'est magnifique. On a une relation que j'aime profondément. Donc voilà ce qu'elle dit à propos de Nicole Garcia. Et d'ailleurs, juste une parenthèse rapide astrologique, Nicole Garcia, dans son thème de naissance, si on s'y penche, elle a Mars et Vénus en forte dominante, ce qui peut effectivement correspondre à une sensualité plus développée que la moyenne. Donc c'est intéressant de le relever du point de vue astrologique. Et allez, un dernier film avant de passer sur l'influence d'une autre planète. Là, je vous rappelle qu'on est toujours sur la partie influence de Vénus et du signe du Lion sur le thème astrologique de Marion Cotillard. Dernier film, Les fantômes d'Ismaël. Voilà. Et là, il y a une très jolie citation à propos de Charlotte Gainsbourg, donc Marion Cotillard qui s'exprime à propos de Charlotte Gainsbourg. Alors, je vous la lis rapidement. Je trouve qu'elle apporte toute sa poésie à ce film. Il y a quelque chose de cristallin chez elle, de profond, de doux, de très féminin. Et dès qu'elle sourit, il y a toute cette enfance qui remonte. C'est quelqu'un de vraiment unique, de touchant. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires masculins merveilleux et assez peu de partenaires féminines. Je rêve de partager des films avec des femmes. Il y a entre Carlotta et Sylvia, donc les deux personnages du film, une fascination réciproque, presque un amour immédiat, et qui ne passe même pas à travers Ismaël. C'est très beau. Voilà, c'est ce qu'elle dit à propos de Charlotte Gainsbourg. D'accord. Donc on l'a vu, là, tous des éléments de sa filmographie qui confirment ce que nous annonçait la lecture astrologique, notamment sur cette prédominance de Vénus dans son thème. Et là, on va passer sur une deuxième planète à laquelle on n'attribue pas les mêmes caractéristiques. On va voir même que c'est pas incompatible, mais puisque rien n'est incompatible en termes d'influence des planètes, mais on va voir qu'il y a d'autres traits de caractère qui vont être mis en avant par ce thème astrologique, puisqu'il s'agit de la planète Mars, si je me trompe. Voilà. Qui arrive en deuxième position dans la hiérarchie des planètes qui ont une influence sur cette personnalité. Voilà. Donc on va passer effectivement à cette planète, Mars. Et juste pour le faire remarquer rapidement, donc dans le thème de naissance de Marion Cotillard, Mars se trouve dans le secteur zodiacal des Gémeaux. Donc on va voir comment les deux se combinent. Mais dans un premier temps, on va juste se pencher sur Mars et sur sa signification, donc dans le système RET. Donc Mars,
En fait, elle est chargée en quelque sorte de faire la transition entre le niveau de l'expérience physique et exactement le même niveau. Donc on reste dans le niveau de l'expérience physique, des émotions, du ressenti. Donc par quoi ça va se traduire concrètement ? Une personne qui a Mars en dominante va a priori avoir besoin de vivre en prise directe avec la réalité concrète, en complète connexion avec ses tripes. Elle va avoir besoin de s'immerger dans l'action physique, dans les mouvements de son corps. Pour cette personne qui aurait Mars en dominante, la seule réalité qui compte, c'est la réalité du ressenti qui est provoqué par la situation concrète, du ressenti qui est provoqué par les expériences physiques. Avec Mars en dominante, on partage ce qu'on ressent et on le partage de façon entière, franche, directe. On s'en tient aux faits bruts. On reste vraiment centré sur son ressenti, sur ce qu'on ressent dans les tripes. Également, avec Mars en dominante, on est plutôt combatif, plutôt offensif. On ne se laisse pas faire en tout cas. On sait faire face aux obstacles, à l'adversité. On est plutôt stimulé par les difficultés qu'on rencontre. Et on n'hésite pas à retrousser ses manches pour faire bouger les choses avec énergie, pour prendre les choses en main et pour exercer son pouvoir d'action sur la situation. Donc ça, ce sont les caractéristiques théoriques qui sont associées à Mars. Sauf que deuxième élément à prendre en compte, Mars s'exprime en Gémeaux, si je puis le dire. Tout à fait. Donc en fait, les Gémeaux vont apporter une nuance à ce portrait théorique. Et en fait, les Gémeaux, dans l'absolu, donc ils sont associés à des caractéristiques qui sont d'extériorisation et d'ouverture, comme le Lion, mais également, et ça c'est différent du Lion, de rapidité, de vivacité, d'enthousiasme et de polyvalence. Et en fait, avec les Gémeaux, le revers de la médaille, ça va être de parfois avoir du mal à freiner, de parfois avoir du mal à se retenir, à dire non, et éventuellement d'avoir du mal à se fixer des limites pour éviter de s'éparpiller. Alors comment ça se combine avec Mars ? Si on a Mars en Gémeaux, eh ben, on peut s'attendre à ce qu'on ait besoin d'agir et d'aller sur le terrain immédiatement, systématiquement, sans attendre, ça c'est le Gémeaux. Mais le risque, c'est parfois on pourrait s'éparpiller, on pourrait avoir du mal à résister, à dire non, ça c'est le Gémeaux, par rapport aux opportunités d'action, et ça c'est Mars. Il se peut qu'on va avoir tendance à s'investir dans le vif de l'action, c'est Mars, et on y met toute son énergie vitale, on ne se retient pas, ça c'est les Gémeaux. Mais le risque, c'est que parfois on peut avoir du mal à se contenir, ça c'est les Gémeaux, et on peut avoir du mal à contenir son émotion, à contenir son besoin de sensations fortes, et ça c'est Mars. Et un dernier point qui peut caractériser Mars en Gémeaux, c'est qu'on va avoir tendance, avec Mars en Gémeaux, à réagir émotionnellement aux situations concrètes, ça c'est Mars, et on va réagir plutôt à vif sur le champ, de façon absolument franche, de façon totalement spontanée, ça c'est les Gémeaux. Et le risque qui est associé, c'est que parfois, peut-être qu'on va en dire un peu trop, parfois on va pas savoir vraiment se filtrer, et on va avoir du mal à garder les choses pour soi, et ça c'est les Gémeaux. D'accord. Voilà un petit peu comment ça se combine. Le truc qui m'apparaît là-dedans, c'est que tout à l'heure on a vu Vénus qui s'exprime en Lion. Oui. Là on a Mars qui s'exprime en Gémeaux, avec des difficultés à se fixer des limites. Et d'un autre côté, on a vu tout à l'heure Vénus qui s'exprime en Lion et cette capacité à tomber dans l'excès. Oui. On a un cocktail détonnant là. Et c'est une très bonne remarque justement parce qu'en fait le Lion et les Gémeaux ont cette caractéristique en commun de pouvoir aller un peu trop loin dans leurs mauvais jours et effectivement de pouvoir être parfois dans une forme d'excès, dans une forme on déborde, on en fait un peu trop. Ça peut arriver dans les mauvais jours. D'accord. Alors on va voir justement qu'est-ce qu'il en est
qu'est-ce qu'on trouve dans la filmographie, la biographie de Marion Cotillard qui pourrait rentrer en corrélation avec cette planète Mars qui s'exprime en Gémeaux. Première diapo, je l'affiche à l'écran, agir immédiatement, une tentation irrésistible. Qu'est-ce qui nous dit que chez Marion Cotillard, ça se passe comme ça ? Alors, quand on se penche sur les éléments biographiques, en fait, on remarque que Marion Cotillard, elle a un côté un petit peu hyperactif. Et une citation pour illustrer ça tout de suite, donc c'est Marion Cotillard qui s'exprime. Elle dit « Si mon sang commence à bouillir, j'ai immédiatement le besoin de participer à ce projet, peu importe si c'est en France, à Hollywood ou en Chine. » Voilà, donc là, on démarre au quart de tour. Ouais, si elle est emballée, elle fonce. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis amusé à mettre côte à côte des citations. Il y a un effet comique qui se crée, qui est vraiment intéressant, où en fait, elle ne fait qu'exprimer sa difficulté à résister aux tentations, en fait. Donc, par exemple, à propos d'un film, elle dit voilà, tourner avec eux, c'était irrésistible. Je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité. L'envie était trop forte. C'est pour ça que j'ai un peu accumulé les films. Après, un peu plus tard, elle dit bon, finalement, j'avais décidé de plus travailler parce que j'ai tourné 5 films l'année précédente. Donc, du coup, je voulais pas lire son scénario, mais en même temps, comment lui résister? Après, elle dit bon, en fait, ce projet était irrésistible, alors j'ai accepté. D'ailleurs, j'ai commencé le tournage. Et puis, elle dit voilà, encore une fois, j'ai essayé de résister, j'ai pas réussi. Et un peu plus tard, on lui demande alors après une année de folie, est-ce que vous vous accordez une petite pause? Et elle dit oui, je n'ai aucun projet, c'est une première, je n'éprouve pas la peur du vide. Bon, je me demande quand même combien de temps je vais tenir, et tout le monde autour de moi se pose la question, mais j'ai l'impression que ça durera plus longtemps que ce que les autres pensent. Et en fait, un peu plus tard, à propos d'un nouveau film, on lui demande bon, en fait, vous n'avez pas résisté à ce scénario malgré votre désir de faire une pause. Et elle dit oui, quand j'ai accepté le film, c'était pas du tout évident. J'ai mon fils qui rentrait au CP, ma fille était un bébé. Bon, partir dans le sud, ça rentrait pas vraiment dans nos plans. J'avais pensé faire une vraie pause, mais mon agent m'a mis l'eau à la bouche et m'a assuré que le scénario était magnifique. Donc, voilà. Donc vous le savez les amis, si un jour vous voulez réaliser un film et faire tourner Marion Cotillard, si vous avez un bon scénario, pourquoi pas. Encore faut-il que le scénario la botte. Toujours dans les caractéristiques liées à Mars, c'est l'énergie, la vitalité associée à cette planète. Voilà, donc là je vous ai trouvé quelques citations qui sont assez sympas aussi. Donc par exemple, lorsqu'elle est de retour à Paris, elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très gentils avec elle, et elle dit que beaucoup lui disaient qu'elle leur avait donné la pêche. Et donc elle dit si je peux partager cette énergie, ça me remplit. L'énergie, c'est la vie. Dans d'autres entretiens, elle dit que voilà, c'est important de faire bouger l'énergie. Quand on bouge l'énergie, les choses se redéclenchent. Dans un autre entretien, elle dit qu'elle a l'impression qu'elle ne sera jamais blasée. Elle dit qu'on est des êtres en mouvement permanent, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau pour faire avancer les choses. Et dans un autre entretien, elle dit qu'être comédienne, c'est un vecteur d'émotions et que quand on ressent des émotions, on se sent vivant. D'accord. Ouais, donc cette vitalité là aussi. Bon, ceci dit, il suffit de voir Marion Cotillard dans une interview ou un film pour voir que la vitalité fait partie de ses traits de caractère. Voilà. Une autre caractéristique liée toujours à Mars et à ce côté actif, être dans l'action, c'est son côté militant que j'ai découvert assez récemment pour cette actrice, mais il faut reconnaître qu'elle s'engage concrètement cette femme, et que là aussi ça fait partie de ses caractéristiques. Oui, voilà. Et c'est quelque chose qu'on effectivement on connaît pas forcément, mais dès qu'on se penche un petit peu sur ces éléments biographiques, on découvre très vite qu'elle est très engagée. Elle a un côté vraiment militant, très engagé, très combatif. Elle n'hésite pas à monter au créneau, à pousser des coups de gueule, à aller sur le terrain,
vraiment s'engager, en particulier pour Greenpeace, puisqu'elle a très fortement été associée à Greenpeace. Et je vous ai trouvé quelques citations qui illustrent cette facette. Alors par exemple, pour se décrire elle-même en entretien, elle dit « Je suis quelqu'un de très combatif ». Donc, bon. On vous croit, madame. ça fixe les idées. Elle dit que la préservation du vivant, voilà, c'est quelque chose qui pourrait me faire lever le poing très haut. Ok, on prend note. Elle dit quoi, qu'elle se sent vraiment engagée dans la préservation de la planète, qu'elle ne peut pas s'endormir face à tout ce qui se passe dans le monde. Quand on lui demande qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, donc elle dit qu'elle a décidé de s'engager totalement avec Greenpeace, de s'y consacrer à plein temps. Et quand on lui fait la remarque, mais comment vous combinez votre métier d'actrice et votre militantisme, elle dit j'ai pas fait l'un contre l'autre, j'ai pas fait le choix de l'un contre l'autre, je serai toujours dans l'engagement militant. Mon métier de comédienne ne m'empêchera jamais d'ouvrir ma gueule et de dénoncer. J'arrive très bien à faire les deux. Juste, quand ça me gonflera d'être comédienne, je pense que je passerai mon temps à ça. Donc voilà, totalement engagé. Du coup, cette facette-là, il y a une autre facette qui est assez complémentaire. Je passe sur la diapo suivante. Oui, vas-y. C'est, on le voit de toute façon dans ses prises de parole, une certaine franchise et voilà. un certain parler cash, sans faire de détour. Exactement, voilà, exactement. En fait, on s'aperçoit très vite lorsqu'on la regarde en interview, et c'est encore plus marqué lorsque ce sont des anciennes interviews, qu'elle a ce côté, comme tu as dit, voilà, un côté cash, franc, direct, sincère. C'est très clair. Et elle l'avoue elle-même, elle dit, voilà, je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas, je ne peux pas mentir. J'ai été traité d'abruti, mais je préfère passer pour une abrutie que pour une menteuse. Voilà, ça c'est clair. Ah, j'aurais tendance à lui donner raison. D'ailleurs, elle dit qu'à ses débuts, elle était tombée dans le travers de dire tout. Et en fait, elle a appris à ses dépens voilà, que ça pouvait faire mal de tout donner. En fait, elle dit qu'à ses débuts, elle avait eu un peu une naïveté de franchise absolue. Parce qu'on lui a appris à exprimer ce qu'il y a à vivre dans le moment présent, à être dans une sincérité de l'émotion. Et en fait, on lui demande alors votre franchise, est-ce qu'elle vous a déjà porté préjudice? Et donc elle dit oui. En fait, on devait se dire mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui déballe toute sa vie? Donc c'est elle qui le dit à propos d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette fille qui déballe toute sa vie et tout ce qui lui passe par la tête comme ça, sans filtre? Donc ça, c'est une traduction concrète de ce que peut donner Mars en Gémeaux. On n'arrive pas à retenir ce qu'on a envie de dire, en fait. Ça donne des personnes franches du collier. Super. Alors, comme on avait fait, je t'invite, Julien, à remonter un tout petit peu le micro. Oui. Comme on avait fait tout à l'heure. Oui, c'est vrai que le micro, il baisse tout doucement. Oui. Je me dis, toutes les 10 minutes, je fais un petit rappel. Hop. Ne m'oublie pas. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'expression de Vénus à travers aussi la filmographie de Marion Cotillard, on va voir là pour cette planète Mars, qui je le rappelle, dans le cas présent s'exprime en Gémeaux, on va voir aussi à travers sa filmographie quels films ressortent clairement et rentrent dans ce cadre-là et dans l'expression de ces caractéristiques-là. Voilà. Premier film connu de tous, qui ne l'a pas vu, un chef-d'œuvre. La Môme. Voilà, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est super film. Une performance exceptionnelle. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, c'est un film qui a fortement contribué à la carrière d'actrice de Marion Cotillard. Elle a été particulièrement remarquée pour son rôle. Et alors, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que si on se penche sur le thème de naissance de la chanteuse Édith Piaf, eh ben, il se trouve que Mars, c'est la plus forte dominante planétaire dans le thème d'Édith Piaf. Donc en fait, Marion Cotillard et Édith Piaf partagent en commun cette facette martienne avec ce côté plutôt franc, sincère, direct, combatif, hyperactif. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la conférence d'Elisabeth de Caligny à propos d'Édith Piaf, je vous invite vivement aussi à aller la voir, parce que ça illustre parfaitement cette facette chez Édith Piaf. Oui, il y a une très très belle conférence qui nous a
que nous a proposé Elisabeth sur Nuria TV sur Edith Piaf. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, elle est en accès libre sur le site Nuria TV et sur la chaîne YouTube Nuria TV. Et puis peut-être juste une toute petite citation rapide de la part de Jacques Audiard. En fait, c'est Jacques Audiard qui s'exprime à propos de Marion Cotillard dans son rôle d'Edith Piaf. Et il dit que très peu de comédiennes sont capables de donner ce qu'elle a donné. Chez elle, c'est de l'ordre de l'abandon de soi. Elle se jette dans un état sans psychologie, de façon très physique. Et ça illustre vraiment Mars en Gémeaux, donc le côté très physique sans retenue en fait. Donc voilà. D'accord. Alors, prochain film sur la liste, lui, on ne l'avait pas... Je ne sais pas s'il est très connu ce film, en tout cas c'est un excellent film là aussi, mais elle a beaucoup d'excellents films à son palmarès. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais celui-là fait partie des films que j'aime bien. Un film où elle a partagé l'affiche avec Leonardo DiCaprio, Inception. Voilà. Et t'as vu, cette fois-ci, je l'ai fait en anglais presque correctement. Voilà, super accent. Hein. Alors là, je vais vous donner une citation de Leonardo DiCaprio, donc c'est une interview en anglais que j'ai traduite et qui parle de Marion Cotillard. Alors, je cite Leonardo DiCaprio. Donc, il dit « Ce qui m'a fasciné en travaillant avec Marion, c'est qu'on avait des séquences très émouvantes dans ce film. Et en fait, elle est comme une actrice d'une autre époque parce qu'elle est tellement engagée dans sa relation avec vous, d'acteur à acteur, tellement engagée dans ce qu'on essaie de faire, qu'hors caméra, elle est encore débordante d'émotions. Ça, c'est Mars en Gémeaux. Souvent, je devais lui dire « Garde ça pour la caméra, on ne peut pas le filmer. » Elle est très engagée dans ce qu'elle fait, entièrement. Voilà, ça, c'est vraiment Mars en Gémeaux. Oui, totalement caractéristique de l'influence de cette planète-là. Allez, un troisième film, toujours pour illustrer cette influence de Mars dans le thème astrologique de Marion Cotillard, un film intitulé De rouille et d'os. Voilà. Alors, je l'ai vu récemment, justement, pour préparer l'émission. Il y a de très bonnes critiques et j'ai beaucoup aimé. Enfin, vraiment, je le recommande. Elle joue super bien dans ce film et elle a été très appréciée justement par les critiques pour son rôle. Et son partenaire également, son partenaire dans le film, Matthias Schronertz, a été très apprécié pour son rôle. Dans la presse, lorsqu'on décrit le film, il y a des journalistes qui écrivent c'est un film coup de poing, une fresque âpre et brute qui raconte la lutte pour la vie. Donc là, on est dans un thème qui, a priori, est assez martien dans le physique. Et en fait, si vous regardez ce film, vous remarquerez que donc Marion Cotillard et son partenaire, Matthias Schronertz, ils jouent des personnages qui sont très combatifs, très physiques, qu'on pourrait vraiment qualifier de martiens. Et il y a un truc très intéressant, c'est que dans le thème de naissance de Jacques Audiard, donc le réalisateur, il se trouve que Mars, c'est la plus forte dominante planétaire. Donc c'est intéressant à remarquer. Ouais, ces deux-là se sont bien trouvés et voilà. ça légitime d'autant plus les critiques vis-à-vis de cette œuvre. Oui, c'est vraiment intéressant de voir ce parallèle. Et juste pour citer rapidement Jacques Audiard, donc le réalisateur, à propos de Marion Cotillard, donc dans son rôle de rouille et d'os, quand il a fallu choisir les comédiens, le nom de Marion s'est très vite imposé à moi. Pourquoi ? Pour cette façon qu'elle a de s'engager totalement, entièrement dans le jeu. Elle se livre corps et âme avec une puissance immodérée. Avec elle, chaque première prise est une explosion. Mars en Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi de faire ce métier, mais j'ai le sentiment que pour elle, c'est de l'ordre de vital. Là, c'est vraiment, encore une fois, Mars en Gémeaux. D'accord. Voilà. C'est toute l'énergie qui explose, en fait. Donc, on a vu Vénus, on a vu Mars, qui était en deuxième position dans la hiérarchie des planètes ayant une influence sur la personnalité de Marion Cotillard. On passe sur la troisième planète. On a vu qu'il y avait 3 planètes dominantes en début d'émission. On va passer sur cette troisième planète, qui est la planète, hop, je la mets à l'écran. Cette fois-ci, c'est Neptune, et qui, elle, s'exprime en Sagittaire. Voilà.
Si tu veux, on peut passer tout de suite sur Neptune dans le système RET, donc de l'inconnu aux émotions. C'est parti. Donc Neptune, la troisième planète dominante, donc dans le thème de Marion Cotillard. Alors pour récapituler très rapidement, dans le système RET, en fait Neptune, elle sensibilise aux transitions entre, au niveau de départ, les informations qui sont plutôt immatérielles, plutôt invisibles, et au niveau d'arrivée, on retrouve encore une fois donc le physique, la sensorialité affective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une personne qui a Neptune en dominante est sensibilisée aux émotions physiques qui proviennent d'un endroit qu'on ne connaît pas en fait, qui proviennent d'une dimension plutôt de nature imaginaire ou plutôt de nature invisible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire par exemple qu'on suit le cours de ses pressentiments, c'est-à-dire qu'on a des émotions qui arrivent de nulle part, qui sont de nature éventuellement intuitive, et alors on va se fier à son instinct. On a un instinct qui est sensible, qui est nuancé. On va faire confiance à son intuition subtile en fait. Et on va être en fait guidé par cet instinct, on va être guidé par cette intuition qui va nous guider un peu comme par miracle vers les bons choix, vers les bonnes personnes. Ça c'est une possible façon d'exprimer Neptune. Une autre façon de l'exprimer, c'est qu'on peut être marqué par une riche vie intérieure, avec des humeurs changeantes, avec des états d'âme qui sont un peu imprévisibles, avec des turbulences inexplicables, donc en passant du calme plat à la tempête et vice-versa. On peut aussi être à la fois ici, présent, et en même temps ailleurs, autre part. Donc ici parce qu'on est en train de vivre toutes ces émotions qui sont un peu surprenantes, un peu déconcertantes, et aussi ailleurs parce qu'on est en même temps dans son monde un petit peu imaginaire. Avec Neptune, on peut être facilement touché, on peut être facilement ému face à des variations imperceptibles de l'ambiance, de l'atmosphère. Avec Neptune, on peut être en quête d'un partage émotionnel avec l'inconnu, l'ailleurs, le mystère, l'étrange éventuellement. Et avec Neptune, enfin, on peut vouloir donner corps, incarner à quelque chose qui, en fin de compte, est invisible et nous dépasse. Donc voilà différentes caractéristiques qui peuvent être associées à Neptune. Dès qu'on touche pour la colonne départ à la partie transcendance, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à conceptualiser et à comprendre. Mais on comprend que ça a rapport avec le non palpable, l'invisible, le ressenti, voire l'intuition, pour ne pas dire plus. Voilà. Donc là, c'est cette influence de Neptune. Je trouve que Neptune, d'ailleurs, il y a cette sonorité qui nous renvoie à des contrées de l'ordre de l'invisible. Mais on peut voir qu'elle s'exprime, cette planète Neptune, elle s'exprime à travers un signe du zodiaque qui est le Sagittaire. Et là, peux-tu nous expliquer que va donner cette combinaison et en quoi le signe de Sagittaire, dans lequel s'exprime Neptune, qu'est-ce qu'il va apporter à cette planète ? Oui, alors en fait, le Sagittaire, en astrologie conditionnaliste, c'est un signe qui, encore une fois, donc comme le Lion et comme les Gémeaux, encore une fois, c'est aussi un signe associé à de l'extériorisation, de l'ouverture. Ceci dit, la différence par rapport au Lion, par rapport aux Gémeaux, c'est que le Sagittaire, il est également associé à la capacité à dépasser les différences. Et donc le revers de la médaille par rapport à ça, c'est de pas parfois aller trop loin dans son ouverture à la différence. Et on va voir en détail dans la suite par quoi concrètement ça pourrait se traduire. Mais en tout cas, il y a une dynamique de dépassement des différences. D'accord. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on revient à Marion Cotillard, des états d'âme imprévisibles et fluctuants. Est-ce qu'on retrouve ça, Voilà. Est-ce qu'on retrouve ça dans
dans ces déclarations ou dans les témoignages des gens qui l'ont côtoyé? Alors c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais quand on fouille un petit peu dans les interviews, on voit que en fait l'une des façons dont on décrit Marion Cotillard, c'est qu'elle a un côté un petit peu mystérieux, un petit peu insaisissable. Et il y a plusieurs personnes qui rapportent ça. Et c'est vraiment intéressant de mettre les différents témoignages en rapport les uns avec les autres, de croiser ces témoignages. Alors je vous ai trouvé plusieurs citations de plusieurs personnes. Par exemple, dans The Guardian, donc c'est l'un des principaux journaux britanniques. Donc c'est en anglais. Donc la journaliste écrit à propos de Marion Cotillard: ses yeux sont alertes, vitreux, et on a l'impression qu'ils pourraient se remplir de larmes d'un instant à l'autre. C'est cette qualité mystérieuse qui semble séduire les réalisateurs. Donc voilà, déjà, c'est une première remarque qui est intéressante. Et il y a une autre remarque par un autre journaliste, dans un magazine français cette fois, qui fait écho à cette première remarque. Donc ce journaliste écrit « Le succès planétaire et la moisson de récompenses que lui a apporté la môme n'ont pas apaisé, loin de là, les tempêtes intérieures dont elle parle plus loin. Interviewer Marion Cotillard, c'est passer de la légèreté à la gravité, comme ces nuages orphelins qui passent sans prévenir devant le soleil. Malgré le grand sourire, se lit dans son regard écarquillé une mélancolie énorme qui la rend attachante, pas seulement aux yeux des cinéastes. » Ouais. Donc deux témoignages différents qui rapportent quelque chose qui se retrouve. Des traits de caractère très neptuniens. Un côté un petit peu mystérieux. Et d'ailleurs, Marion Cotillard elle-même dit à propos d'elle-même: je suis très calme en apparence, mais à l'intérieur, c'est une mer très agitée. Chez moi, paradoxalement, la recherche de la paix intérieure passe par des guerres secrètes très violentes. Donc voilà, c'est intéressant de... D'accord, il y a du tourment derrière tout ça. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de mettre toutes ces citations en rapport les unes avec les autres. On retrouve quelque chose vraiment qu'on peut rapprocher, qu'on pourrait rapprocher d'une facette neptunienne. D'accord. La question que je voulais te poser, Julien. Oui. On a vu Vénus en premier, Mars en deuxième, Neptune en trois, dans cette hiérarchie des planètes qui ont une influence sur le tempérament, les traits de caractère de Marion Cotillard. Est-ce que cette hiérarchie, tu penses qu'on la retrouve concrètement, c'est-à-dire que vraiment Vénus et les caractéristiques qu'on lui associe sont celles qui s'expriment le plus chez Marion Cotillard, ou est-ce que dans ce trio de têtes, finalement, toutes ont une incidence à peu près égale sur la vie et la personnalité de cette personne? Oui, alors c'est quand même assez difficile à dire pour faire un point sur l'équilibre que ces planètes prennent entre elles. Mon impression, mais bon, c'est seulement une impression, c'est une impression partielle, puisque voilà, bien sûr, je ne connais pas Marion Cotillard, donc... il y avait des questions à ce sujet. Est-ce que tu es intime? Est-ce que... Non, pas du tout. Non, rien du tout. Non, pas du tout. Je ne la connais pas du tout. Je peux juste l'approcher partiellement à travers ses entretiens, à travers les éléments biographiques qu'elle a livrés publiquement. Mais l'impression que j'ai personnellement, c'est mon impression personnelle, c'est que c'est plus ou moins en équilibre. Mais c'est difficile à dire. Il faudrait vraiment la connaître. Et puis on n'est pas dans des mathématiques à mesurer et à pondérer les choses. Voilà. On va passer poursuivre sur cet aspect neptunien. La diapo suivante s'intitule « Une ouverture émotionnelle à l'inconnu ». C'est quelqu'un qui est fait pour regarder Nuria TV. Voilà. Marion, si tu nous écoutes, sois la bienvenue. Assieds-toi, prends une place dans le chat, échange avec les Nuriens. Tu as toute ta place ici.
Oui, en fait, une façon d'exprimer Neptune, donc c'est ce que j'ai résumé par voilà, une ouverture émotionnelle à l'inconnu. En fait, c'est un peu une espèce de connexion émotionnelle qu'on est susceptible de ressentir avec l'inconnu en général. Alors l'inconnu, ça peut être l'humanité, donc des personnes qui sont anonymes, qu'on ne connaît pas, ou ça peut être plus généralement le monde du vivant, par exemple. Donc la nature, les êtres vivants, les animaux, les plantes. Donc tout ça, ça peut susciter, ça peut donner l'opportunité d'une connexion émotionnelle au sens large. Et en fait, je vous ai trouvé des citations qui pourraient illustrer ça. Donc je vous les donne. Ah bah oui. Alors par exemple, Marion Cotillard dit voilà, tout ce que j'aime dans la vie, c'est plonger dans l'inconnu et vivre des expériences nouvelles. Le partage d'émotions avec des gens que je ne connais pas, je trouve ça assez beau. Toute petite, j'ai appris que le monde était comme une personne vivante, qu'il fallait aimer et protéger. Dans une interview, elle dit qu'elle est tellement sensibilisée par l'état de la planète, que ça l'a rendu dingue d'apprendre qu'on avait abattu un arbre avant son arrivée sur un tournage. Elle dit que voilà, si elle avait su, elle pense qu'elle n'aurait pas accepté le film. Et elle dit également qu'elle a une foi en l'humain qui est incommensurable. Et que pour elle, changer le monde, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça a plus de sens de faire évoluer la conscience. Donc voilà, c'est des citations qui, à mon avis, peuvent se rapprocher de cette dimension. Et juste une petite dernière pour la route. Elle dit qu'elle a cette hypersensibilité face à l'humain, face à la vie, que la maternité n'a fait qu'accentuer. Et elle dit qu'il y a quelque chose de miraculeux à être relié à toutes ces femmes qui, à travers les siècles, ont vécu la même chose. Donc j'ai trouvé que ça pouvait faire écho à cet aspect possible de Neptune. Oui, c'est encore une fois ce rapport à l'invisible, à la connexion invisible sur cette dernière déclaration. Alors il y a cette diapo qui suit, qui est très intrigante, lorsque l'invisible se matérialise. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers cette diapositive, mon cher Julien? Voilà. Alors en fait, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Mais je vais vous donner juste quelques exemples, mais après libre à vous de faire fonctionner votre imagination. Il y a plein de façons d'interpréter ça. En fait, une façon possible d'exprimer Neptune, puisque Neptune fait le lien entre la transcendance, c'est-à-dire le domaine de l'invisible et l'immatériel, au départ, et à l'arrivée, l'expérience, donc c'est le domaine du physique, du vécu, du concret, de l'émotionnel. Et avec Neptune, on peut être sensibilisé aux expériences physiques qui nous permettent de toucher du doigt l'invisible, en fait. Alors je vais donner des exemples concrets avec des citations de Marion Cotillard et vous allez voir peut-être plus précisément ce que ça peut donner. Donc par exemple, elle dit à propos de la pensée créatrice: je crois au destin. Les choses qui arrivent sont les choses qui devaient arriver. Je pense qu'on attire à soi ce dont on a besoin. Lorsque j'ai compris que mes pensées positives parvenaient à créer ma réalité, Neptune, cela a tout débloqué. Auparavant, j'avais tendance à envoyer des énergies négatives. Pas néfastes, non, mais disons défaitistes. Quand je suis sorti de ce système de pensée, tout est devenu possible. Donc ça commence à préciser un petit peu. C'est suffisamment explicite. Voilà. Après, il y a une autre citation qui est un petit peu dans la même ligne. En fait, elle déclare qu'elle dit à ses enfants: rêvez grand, parce que vos rêves peuvent se réaliser. Et elle explique, elle explicite, en disant encore une fois: je crois à la pensée créatrice. Si tu dis que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, si tu y crois et si tu te dis je vais y arriver, alors ça arrivera dans la vie. Donc voilà, ça rejoint cet aspect.
Et une autre citation qui est un peu différente, mais ça vous donne une autre perspective sur ce même aspect. C'est plutôt à propos du travail spirituel qu'on peut faire sur soi-même. Alors elle dit je trouve plus de résonance dans un travail spirituel et corporel. Je pense que nous portons tous en nous des traumatismes anciens, des empreintes qui encombrent notre corps. Pour s'en libérer, j'ai besoin d'un travail physique. L'une des choses qui m'ont aidé, qui m'ont ancré même, c'est l'hypnose, notamment la méthode de EMDR qui permet de se libérer émotionnellement de ces traumatismes. Je l'ai expérimenté et ça m'a paru révolutionnaire. Donc encore une autre facette qu'on peut associer à ça. Et une toute petite dernière pour cette facette. Et là, en fait, c'est un journaliste qui lui demande, qui lui pose une question sur son voyage, le voyage qu'elle a fait dans la forêt amazonienne. Et on lui demande, est-ce que vous avez ressenti le pouvoir des plantes ou est-ce que vous avez fait l'expérience de l'ayahuasca ? Le fameux. Voilà. Alors Marion répond, on devrait croire au pouvoir des plantes parce qu'on s'en sert tous sans le savoir. Les chamans sont en fait des médecins. Dirigés par la plante qu'ils ont ingérée, ils vont dans la forêt cueillir des choses qu'ils mixent pour en faire une potion. Cette chimie donne ce que l'on peut appeler un médicament très puissant. Les gens pensent que c'est une drogue, c'est toujours délicat de parler de ça. Mais oui, ça a été très fort et très personnel, comme tout chemin. Donc voilà, entre les lignes, a priori, voilà, elle dit qu'elle a tenté l'expérience. Ouverte à l'invisible et à ouvrir certaines portes. Surprenante cette jeune Marion Cotillard. Et donc là encore une fois, c'est une façon de toucher du doigt une dimension qui nous échappe un petit peu, voilà, qui est de nature invisible ou immatérielle. Nous l'avons fait pour les deux planètes précédentes, Vénus et Mars, là aussi tu nous as sélectionné quelques affiches de films auxquels Marion Cotillard a participé, et voyons en quoi ces films-là accréditent ou pas, mais accréditent plutôt cette influence neptunienne sur la personnalité de Marion Cotillard. Voilà, en fait là je vous ai remis à nouveau La Belle Verte. Oh mais tu peux celui-là, c'est bien. Voilà, on peut, on va pas se priver. C'est vraiment un chouette film. En fait c'est pour faire un petit aparté, pour illustrer un autre aspect qui est associé à ce film. En fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un conte philosophique qui apporte un regard vraiment très drôle, très décalé. Moi je trouve que c'est une véritable bouffée d'air frais. Et ce film aborde de nombreux thèmes, comme entre autres la vie extraterrestre, la communication télépathique, l'écologie, le respect de la nature, les médecines naturelles, la décroissance, le féminisme, l'humanisme, le pacifisme, l'amour universel. En fait, il y a plusieurs de ces thèmes qui peuvent vraiment être mis en corrélation avec des thèmes qui seraient susceptibles d'intéresser des profils neptuniens. Et en fait, la réalisatrice Colin Serrault a déclaré que c'est son film le plus personnel. Et en fait, à l'époque où il est sorti, il a connu un succès tardif. Et Colin Serrault dit que c'est possible qu'il ait été trop en avance sur son temps pour avoir été bien compris à l'époque où il est sorti, en fait. Et je suis assez d'accord avec elle. Je pense même, à vrai dire, que si La Belle Verte sortait aujourd'hui en salle, il ferait un carton et beaucoup de gens s'y reconnaîtraient. Ouais, vraiment, c'est un film qu'on pourrait presque dire qu'il a un côté visionnaire, en fait. Ah oui, je pense que c'est un film qui même ferait du bien à notre société en sortant maintenant, comme certains films sortent au bon moment et sont révélateurs de l'ère du temps. Et lui irait à contre-courant. On l'a vu ces derniers temps, le film qui fait un tabac, c'est, petite parenthèse, c'est le Joker, que j'ai vu et qui est un super film excellent, mais qui révèle la face sombre. Oui, je ne l'ai pas encore vu. La face sombre et la réaction sombre face au monde qui nous entoure. Alors que Colin Serrault apporterait l'autre revers de la médaille avec ce film. Voilà. Donc, même s'il ne sort pas maintenant, encore une fois, les Nuréens, si vous avez la chance de voir La Belle Verte, vous passerez vraiment un très bon moment, et c'est un film qui fait du bien, qui réchauffe là-dedans.
Ça fait du bien, ouais. C'est une bouffée d'air frais, hein. Alors, sur la prochaine diapo, c'est pas une affiche de film. On revient à ces Oui, voilà. caractéristiques qui sont indues par la dominance de Neptune, ressentir Voilà. le fond d'une âme étrangère. Voilà, en fait, c'est une petite dernière facette pour la route. Et en fait, cette facette, c'est plutôt associé à un désir possible d'explorer, mais c'est plutôt une exploration de nature émotionnelle, le fond de l'âme de personnes qui sont complètement étrangères, qui sont complètement inconnues, que ces personnes soient réelles ou imaginaires. Et je vais vous donner quelques citations pour préciser ça. Vous allez voir à quoi ça correspond. Alors par exemple, encore une fois dans le The Guardian, donc le journal britannique, la journaliste écrit « Marion Cotillard s'est toujours montrée attirée par les femmes complexées et torturées ». Et en fait, en fin d'interview, Marion Cotillard va plus loin que cette citation, puisqu'elle confie à la journaliste qu'elle aimerait jouer Hamlet, donc le personnage bien connu, donc un personnage masculin. Et pour ceux qui ne connaissent pas Hamlet, donc c'est un personnage dans une pièce de Shakespeare, donc la pièce du même nom, qui est un personnage très torturé. Donc c'est le prince du Danemark. Et en fait, il met au point un plan pour venger l'assassinat de son père, donc son père qui est le roi du Danemark. Et Hamlet, pour mener à bien son plan, il a prévu de simuler la folie. Et en fait, dans la pièce, les choses vont jusqu'à un tel point que son entourage finit par se demander s'il n'est pas vraiment devenu fou, en fait. Donc c'est un personnage qui est quand même assez torturé. Ouais. D'accord. Ouais, mais elle peut aller très loin, et on va le voir d'ailleurs avec... En parlant de personnages torturés, la prochaine affiche que tu as sélectionnée, on en a parlé tout à l'heure de ce film. Et si tu veux, je vais juste te donner une toute petite dernière pour la route. Bien sûr. Excuse-moi, je te grille non, la pas de politesse. souci. Vas-y, Julien, je t'en prie. Aucun problème. En fait, donc c'est Marion Cotillard, donc qui en interview dit. Alors attends, voilà, j'aime les personnages qui sont loin de moi. Ça me permet d'explorer l'inconnu. C'est ce que je recherche dans les films que je choisis. Explorer l'intérieur d'un être que je ne saurais jamais pour en comprendre un peu plus sur l'âme humaine. Ce serait intéressant de jouer un personnage qui est à la tête d'une multinationale. D'ailleurs, ça me rendrait sûrement dingue. Je ne sais pas si j'en serais capable. En même temps, j'aimerais bien visiter l'esprit d'une personne qui pense que les OGM vont sauver le monde, alors que pour moi, c'est complètement l'inverse. C'est absurde et criminel, ça me fascine presque. Voilà, donc en fait, elle est prête à jouer les personnages les plus opposés à ce qu'elle est elle, en fait. Mmh. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça fait écho à une caractéristique du Sagittaire. Donc j'ai mentionné plutôt que le Sagittaire, c'est l'ouverture à la différence, et c'est une ouverture qui peut aller très loin à la différence. Et ça peut aller tellement loin qu'on peut être attiré par des personnes qui sont complètement opposées, en fait. Et dans des cas rares, ça peut aller tellement loin qu'on n'arrive plus à s'y retrouver, et en fait on perd un peu le sens de sa propre individualité, et on ne sait plus qu'est-ce qui appartient à soi, qu'est-ce qui appartient à l'autre, en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va voir que c'est des choses qui sont centrales dans son approche d'actrice, en fait. Et là, je vais l'illustrer dans la suite. Ouais, quitte à se perdre dans le personnage qu'on incarne. Exactement. C'est tout à fait fascinant, en fait. Eh ben, on va voir ça directement. On revient sur ce fameux film qui a été un gros succès et une vraie réussite, La Môme. Voilà. Et là, rapport entre une Marion Cotillard avec les caractéristiques que tu nous as fait découvrir ce soir, sur lesquelles tu as mis le doigt en tout cas, et un personnage hors norme, oui. Edith Piaf. Comment s'est passée la rencontre entre ces deux âmes, si je puis dire? Oui, mais c'est une bonne façon de le formuler. En fait, alors je vais faire parler les citations, et vous allez voir un petit peu, voilà, notamment pour ceux qui n'ont pas vu le film. Alors, encore une fois, dans le journal britannique The Guardian, donc la journaliste écrit « Pour le tournage de La vie en rose », donc La vie en rose, c'est le titre anglo-saxon de La Môme.
Marion Cotillard s'était laissé engloutir par Édith Piaf, se rasant les sourcils et la naissance des cheveux, acceptant de recroqueviller son corps d'une vingtaine de centimètres et subissant quotidiennement 5 heures de maquillage. C'était moins une interprétation, plus une possession démoniaque. Ça, c'est la journaliste qui l'écrit. Carrément. Après le tournage, Marion Cotillard dit qu'elle a continué à être hantée par Édith Piaf, parlant parfois avec sa voix grave. Maintenant qu'elle a Marcel, donc c'est le petit garçon de Marion Cotillard, elle dit qu'elle ne veut pas plonger aussi profondément dans un rôle, se perdre dans ce qu'elle appelle l'obscurité totale. Et donc Marion enchaîne dans la même interview en disant « Quand je fais un film, je vis avec le personnage que je joue. Sur La Môme, j'ai eu une expérience assez particulière. Je me suis aperçu que le personnage ne me quittait pas, et ce pendant des mois. J'ai cherché des moyens de laisser aller Édith Piaf. Je n'ai pas été envoûté, ce fut bien plus fort que ça. Édith Piaf est totalement entrée en moi. Je n'étais plus Marion, j'étais Édith. Je me suis mise à faire des choses absolument insensées, comme par exemple cuisiner la poule au pot, qui était son plat favori. J'ai tout essayé. J'ai fait des exorcismes avec du sel et du feu. Je me suis rendu à Bora Bora. C'est une vraie interview, hein, vous pouvez le retrouver sur Internet. Je me suis rendu à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allé au Pérou, au Machu Picchu, et j'ai fait d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier. Avant ma famille, tout dans ma vie était dédié au personnage. Plus j'étais profondément affecté par elle, plus je me sentais proche d'elle. Mais je ne peux plus m'enfermer dans un autre monde. Là, on est complètement dans Neptune en Sagittaire, en fait. Ah oui, bah, cette capacité à fusionner avec une autre personne, c'est assez incroyable. Là, on va très très loin dans la pratique d'acteur. On dépasse le cadre de la pratique d'acteur. Oui, et comme tu l'as dit, c'est vraiment un contact d'âme à âme. Et en fait, moi, j'ai une impression personnelle que je vous livre. Je me demande s'il n'y a pas là une certaine forme de médiumnité, en fait. Donc là, c'est une interprétation complètement personnelle, mais où en fait, on va chercher tellement loin qu'on entre en contact avec quelque chose qui est vraiment du domaine de l'indicible, et voir, voilà, presque on entre en contact avec quelque chose de spirituel, en fait. Donc c'est mon interprétation que je vous livre, mais je me demande s'il n'y a pas une forme de médiumnité ici, en fait. Ouais. Et puis, dernier petit détail un peu troublant, tu nous donnais le prénom du fils de Marion Cotillard et Guillaume Canet, j'imagine. Oui. Marcel. Oui. Qui était le nom de l'amour, tout à fait. Du seul et unique grand amour d'Édith Piaf, Marcel Cerdan. C'est assez troublant aussi. Il y a des hasards des fois qui troublent. Hasard ou coïncidence, voilà. Chacun jugera et tranchera. Chacun jugera. On poursuit, Julien, toujours sur cette filmographie. Là encore, un film qu'on a vu, Inception. En quoi sa contribution à cette œuvre nous aiguille encore sur les caractéristiques neptuniennes de sa personnalité. Oui, alors là, c'est plus par rapport au personnage en lui-même, en fait. Si vous n'avez pas vu Inception, je vous le recommande également. C'est vraiment un bon film. En fait, donc Marion Cotillard dit à propos de son personnage dans ce film, en fait, il y a quelque chose de chez elle de complètement déconnecté. Donc, à propos de son personnage, c'est un des personnages que je préfère et que j'ai préféré incarner dans un univers comme ça, complètement fou. Encore une fois, je plongeais dans le genre d'univers qui me faisait rêver quand j'étais petite ou adolescente. Et en fait, pour ajouter quelque chose par rapport à ça, si vous n'avez pas vu le film, le personnage dans ce film, c'est un personnage qui est plutôt nébuleux, plutôt déconnecté. C'est quelqu'un qui est complètement perdu dans son monde intérieur, en fait, qui mélange le rêve et la réalité. Et ça pourrait être une des différentes façons de traduire une dominante neptunienne. Donc c'est intéressant de le remarquer, en fait. D'accord. Et dernier film sur cette facette neptunienne de Marion Cotillard, là aussi on l'a vu tout à l'heure, 2 jours, 1 nuit. Je te laisse nous dire en quoi il nous donne des indications sur l'influence de Neptune. Oui,
Alors là, je vais vous livrer donc quelques citations pour illustrer. Alors là, c'est par rapport à son jeu d'acteur. Donc dans la presse, par exemple, une journaliste commente elle ne joue pas, elle se fond en Sandra, donc Sandra, son personnage dans le film, pour nous livrer quelque chose de si intime, allant fouiller loin au fond d'elle-même, si bluffante, que le spectateur reste partagé entre le trouble et l'admiration. Et Marion Cotillard qui dit ce travail est vraiment quelque chose que j'aime faire. C'est une sorte de construction intérieure. On comble les vides, on retranscrit physiquement tout ce qu'on ignore du personnage. Je me suis inventé tout ce qu'on ne voit pas dans le film. Le journaliste lui demande « On oublie que vous êtes Marion Cotillard. Vous ne jouez pas, vous êtes Sandra. » Marion répond « C'est ce que je voulais atteindre. Je ne désire pas qu'on m'oublie. J'essaye de devenir la personne que je dois incarner. Je joue sur la respiration, je trouve le corps et la voix de l'autre. Je ne veux pas disparaître, mais me transformer. » Voilà, c'est vraiment la métamorphose. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, cette capacité à s'oublier soi-même pour mieux comprendre l'autre, peut-être. Oui, et d'ailleurs dans une autre citation, elle dit carrément, donc en fait elle reprend un peu ce qu'elle a dit, donc j'ai longuement travaillé la physicalité de mon personnage, respirer, s'exprimer, bouger, marcher, parler avec un côté endormi, faible. Je travaille sur les énergies, donc c'est intéressant de relever ça. J'aime découvrir cela dans un rôle, cela éclaire sa psychologie. Pour moi, le moment le plus jouissif, c'est celui où je sens le personnage prendre possession de mon corps. Ça va quand même assez loin. On revient sur cette histoire de possession. Voilà. Marion, attention. Donc là, en fait, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. En fait, on en revient à l'une des problématiques du Sagittaire, c'est que le Sagittaire peut avoir du mal à se fixer des limites et peut avoir du mal à délimiter ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre. Et ça, c'est une problématique typique du Sagittaire. Donc on retrouve cette combinaison de Neptune avec le Sagittaire, en fait. On n'arrive plus à se fixer la limite. Ce qui semble être des prédispositions idéales quand on exerce le métier d'acteur. Voilà, donc en fait, si c'est pas compensé par d'autres éléments dans le thème, parce que bien sûr ça peut être compensé, ou on peut en tout cas avoir une éducation qui donne des garde-fous par rapport à ça, et ben l'un des risques possibles, c'est de se laisser absorber en fait par ce qu'on incarne. D'accord. Donc oui, je disais, Julien, on a vu là sur ces 3 planètes dominantes dans le thème astrologique de Marion Cotillard. On va passer très rapidement, on va juste partager une diapo pour que j'aimerais avoir quelques commentaires de ta part sur les planètes dites sous-dominantes, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas dans la partie noire mais la partie grise du schéma que tu nous as présenté en début d'émission. Donc ces 3 planètes, c'est Mercure, Uranus et Jupiter. Comment ça se passe quand on interprète un thème astrologique avec ces planètes qui ne sont ni trop présentes, ni pas assez? Elles sont un peu le cul entre deux chaises, pardonne-moi l'expression. Voilà, exactement. En fait, tout simplement, c'est des planètes qui sont en correspondance avec, on pourrait appeler ça les zones intermédiaires de la personnalité, c'est-à-dire des traits de caractère qui sont moyennement représentés. Donc c'est pas des traits de caractère qui vont être super flagrants, mais si on apprend à mieux connaître la personne, on va les voir apparaître en apprenant à connaître la personne. Mais c'est pas forcément hyper flagrant en fait, mais ils sont là en arrière-plan. C'est beaucoup plus subtil. Voilà. Dans la personnalité, d'accord. Mais ils sont quand même là en arrière-plan, si on va chercher un peu plus. Ok, merci pour cette précision sur ces planètes sous-dominante. Et là, on va passer sur une 3e partie de l'analyse d'un thème astrologique, ces fameuses planètes non dominantes. Ça veut dire qu'elles ont presque aucune influence, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ne pas avoir d'influence, c'est déjà en avoir une.
Exactement. En fait, Donc, on a une influence enfin pas en négatif, mais par contraste en fait. oui, exactement. Donc là, on Voilà. voit pour Marion Cotillard, c'est le Soleil, Pluton, la Lune et Saturne. Voilà. Euh, Quelles indications cela nous donne-t-il sur la personnalité, encore une fois, de notre actrice, le manque de l'influence de ces planètes sur ses traits de caractère? Voilà, alors on va regarder ces différentes planètes, qu'elles peuvent, par quoi elles peuvent se traduire, donc pour Marion Cotillard. On va commencer par le cas du Soleil. Et en fait, lorsqu'une personne a un Soleil qui est non dominant dans son thème de naissance, et ben pour cette personne, ça peut être un peu difficile d'affirmer ses opinions avec certitude, avec autorité. Ça peut être difficile d'être convaincant, d'être clair. Ça peut être difficile de structurer son discours de façon concise et précise. Et donc on peut se dire, voilà, est-ce que ce serait éventuellement une difficulté que rencontre Marion Cotillard, donc du point de vue concret. Et je suis allé justement examiner les éléments biographiques, et il se trouve que c'est effectivement le cas quand on se penche sur les éléments biographiques. En fait, on constate que effectivement Marion Cotillard a rencontré certaines difficultés par rapport à son expression, à l'expression de soi avec les mots, en fait, pour s'exprimer clairement. Par exemple, elle a traversé, étant adolescente, une phase de mutisme. D'ailleurs, quand on l'interroge à propos de cette phase, elle dit qu'avec le théâtre, ça l'a aidé à recommencer à s'exprimer, parce que ça lui permettait d'employer des mots que d'autres personnes avaient déjà utilisés. Donc ça lui donnait les mots qu'elle n'avait pas, en fait. Donc elle dit « Parler redevenait simple pour moi. Le théâtre m'a aidé à retrouver les mots qui m'avaient manqué. » Elle déclare un peu plus tard que son problème, c'est qu'elle s'exprime mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle dit qu'elle a des convictions, mais qu'elle n'arrive pas toujours à les exprimer, et que justement elle peut déraper, elle peut être parfois à côté de la plaque. Donc c'est elle qui le dit. Hein. Elle dit qu'elle rêverait d'avoir le talent d'Harold Pinter, parce que son discours, après avoir reçu son prix Nobel, est une merveille. Donc, elle dit également qu'elle aime la danse, parce que pour elle, c'est une manière ludique de bouger. Et donc elle dit, pour moi, qui déteste parler, c'est une forme de communication qui me ravit. Et alors, une citation qui est très frappante, c'est une journaliste qui écrit à propos d'elle en introduction d'un article. Donc c'est la journaliste qui écrit « La voix est lente, les silences longs, les mots lui manquent. Elle voudrait tellement parler bien de ce qui la touche, partager avec précision ce qu'elle ressent, mais c'est compliqué. » Marion dit « J'ai toujours eu des difficultés à m'exprimer de manière fluide et limpide. Je ne crois pas avoir un problème avec les mots, mais avec la clarté. J'ai tellement de mal à parler de moi, c'est fou. Je cherche dans ma tête les réponses. Je me demande qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire, moi. Je me pose énormément de questions en ce moment sur l'utilité de parler de soi, de faire des interviews, de s'engager pour telle ou telle cause. » Dans une autre interview, la journaliste écrit « Ah, Marion, muette comme une carpe, elle ne dit rien. » Donc en fait, c'est un autre journaliste qui lui a prévenu en fait, qui lui a dit voilà, en fait, elle a du mal à s'exprimer. Dans une autre interview, Marion déclare, j'ai encore besoin des mots des autres. Alors quand je monte sur un bateau si bien construit, avec des capitaines comme Desplechin ou Dolan, donc deux réalisateurs, ça donne encore une fois la liberté de prendre leurs mots et d'y mettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai envie d'exprimer. Donc encore une fois, on retrouve ce côté où on a besoin d'utiliser les mots des autres pour exprimer ce qu'on n'arrive pas aussi bien à exprimer soi-même en fait. D'accord. Donc cette non-influence du soleil provoque un manque dans ce sens-là, un manque, je ne sais pas si c'est le bon mot, d'éloquence
Oui, on pourrait le dire comme ça, exactement. Oui, ça peut être un manque d'éloquence, effectivement. On n'arrive pas à s'exprimer avec toute la précision qu'on aimerait, en fait. Et deuxième trait qui semble lui manquer, c'est sur la diapo qui vient de s'afficher, c'est la capacité à assumer son personnage et son image de soi, l'image qu'on renvoie Voilà. et qu'on a de soi-même. Voilà, en fait, c'est une autre façon dont on peut se traduire un soleil non dominant. Si le soleil est non dominant dans le thème de naissance, eh ben, il se peut qu'il soit difficile de jouer le jeu des apparences sociales. Donc qu'il soit difficile de se donner une contenance en société, de se constituer une façade quand on est en société. Il se peut qu'il se soit difficile de se fondre dans le moule social, voire même qu'il soit difficile de construire sa propre image de soi. Même dans certains cas, ça peut déboucher éventuellement sur des problématiques d'identité, éventuellement, ou de sociabilité. Donc c'est l'une des façons possibles dont peut se traduire un soleil non dominant. D'accord. Donc, et en fait, on va voir qu'il y a des choses à dire à ce propos dans le cas de Marion Cotillard. En fait, en interview, on lui demande est-ce que vous vous sentiez à l'aise avec vous-même lorsque vous étiez enfant ? Et Marion répond non, c'était très très dur. Pendant des années, j'ai complètement manqué de confiance en moi. J'avais un mal-être latent dont je n'ai pas encore compris l'origine. Entre 10 et 15 ans, je n'ai pratiquement plus parlé à qui que ce soit, hormis aux membres de ma famille. Je me sentais insipide et sans caractère. J'avais envie d'être n'importe qui, sauf moi-même, n'importe où, sauf à ma place. Je me suis détesté pendant des années, donc elle dit ça. Elle dit encore je n'arrivais pas à m'identifier à qui que ce soit. À l'école, j'étais considéré comme très bizarre. Je ne comprenais pas les relations entre les gens. Elle dit aussi, pour compléter ça, on vit dans une société qui est pleine de projections, de jugements, d'a priori. Alors c'est difficile, quand on n'a pas toutes les clés, d'être soi-même en toutes circonstances et en tout lieu, particulièrement à l'adolescence, où tout est bouleversé. Donc ça, c'est des extraits plus par rapport à son adolescence, qui à mon avis sont parlants, donc par rapport à cette non-dominante soleil. Et en fait, elle va compléter ça par rapport à sa vie adulte, où en fait, elle dit qu'après avoir été asociale très longtemps, je suis devenue très sociable. Donc voilà, c'est pas une fatalité, on peut apprendre, on peut dépasser certaines choses. Elle dit également qu'être acteur, c'est l'occasion d'explorer sa propre complexité, avant peut-être de trouver plus de simplicité dans le rapport à soi. Et elle dit que le plus difficile, c'est quand même de trouver sa place dans la société en général. Donc voilà, c'est assez parlant. Ouais, effectivement, ces extraits sont assez révélateurs en tout cas, correspondent tout à fait à ce manque de soleil, si je puis dire, voilà. dans le thème astral, astrologique de Marion Cotillard. Deuxième planète qui apparaît en négatif, en manque. On a été sur le soleil, on passe sur la lune, l'autre versant de l'univers. Là aussi, la lune est sous-représentée en termes d'influence dans son thème. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence ? Oui, alors en fait, il y a deux incidences qu'on peut mettre en exergue. Il y en a plus, mais dans le cas de Marion Cotillard, j'en ai relevé deux qui sont particulièrement intéressantes. Donc si on a une lune non dominante, une possibilité, c'est qu'il peut être difficile de se sentir à sa place. Il peut être difficile de sentir qu'on appartient à un lieu ou qu'on appartient à un groupe social. C'est-à-dire, ça peut être difficile de sentir qu'on fait partie du groupe et qu'on y est bien intégré. Et en fait, j'ai trouvé deux citations qui sont très parlantes à ce sujet. À propos de son enfance et de son adolescence, elle dit « J'étais toujours à l'écart, toute seule. À un moment donné, à force de se mettre soi-même à l'écart, les autres vous y mettent. Le respect profond que j'ai aujourd'hui pour les gens mis à l'écart vient de là.
Donc ça, c'est à propos de son enfance et de son adolescence. Et à propos de sa vie adulte, elle dit « Je me suis toujours senti exclue. Il y a quelque chose d'étrange chez moi. Je ne me sens jamais à l'aise dans un groupe de personnes. Je dois me battre pour surmonter mes peurs. » Donc ça, c'est 2 citations qui, à mon avis, peuvent correspondre à cette sensation d'exclusion, en fait. En fait, il y a une autre facette qui peut correspondre à une lune non dominante. C'est une possible difficulté à savoir lâcher prise, une possible difficulté à être cool, relaxé, à se détendre, à se laisser porter, une possible difficulté à être en paix avec soi-même, une possible difficulté à suivre le cours naturel des choses sans rien forcer. Et juste une petite citation rapide par rapport à ça. Donc Marion Cotillard qui dit en interview à propos du besoin de simplicité et de plénitude, c'est quelque chose que je ne possède absolument pas, mais auquel j'aspire radicalement. Le journaliste lui demande à propos de ses lectures du moment pourquoi un livre zen? Est-ce que vous méditez? Marion répond: j'aimerais tellement, mais je n'y parviens pas encore. Même le yoga m'ennuie. J'aimerais être beaucoup plus discipliné dans ma pratique de la méditation, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Cela devient vital pour moi. Et une dernière petite, où on lui demande quel est aujourd'hui votre rapport à vous-même. Et Marion répond: de plus en plus détendu. Je pense que la révolution qui est arrivée dans ma vie il y a presque 1 an y est pour beaucoup. Là, en fait, elle parle de son petit garçon qui, à l'époque, a 11 mois. Donc, elle dit « Il m'a transmis son calme. Avec lui, et depuis la grossesse, je suis enfin apaisée et heureuse. » Donc, elle a appris à se détendre. Oui, il y a une certaine complémentarité. Alors, on n'aura pas le temps ce soir d'étudier la complémentarité au sein du couple, parce que là, il y a aussi... Voilà. Là, on a vu un thème astrologique centré sur une personne, mais après, il y a la manière dont s'imbriquent 2 personnalités avec chacune l'influence de leur planète, et voir quelle alchimie ça peut créer. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de s'attarder là-dessus ce soir, mais c'est l'exemple assez parlant. Je reviens sur le doc. C'est sur cette non-dominance de la Lune chez Marion Cotillard, on voit dessous, tu as mis quelques exemples de personnalités qui, elles, au contraire, ont une Lune ultra dominante dans leur thème, et on voit, comme par hasard, il y a Guillaume Canet là-dedans, qui doit certainement équilibrer la chose au sein du couple, qui est presque une entité en soi-même, le couple, et du coup, il y a certains équilibres qui s'opèrent. Voilà. Oui, est-ce qu'on a le temps d'en dire rapidement 2 mots Alors, ça va être 2 mots, si on peut reprendre quelques questions ce soir. Ok, on va laisser du temps pour les questions alors. Ouais. On va finir par contre avec le dernier groupe de planètes non dominantes. Là aussi, voir quel impact ça aura sur une personnalité, en l'occurrence celle de Marion Cotillard. C'est la non-présence, la non-influence de Pluton et de Saturne sur son thème astrologique. Là aussi, on voit qu'il y a des personnalités qu'on avait déjà vues sur la diapo précédente, dont Guillaume Canet. J'imagine qu'il y aura encore un rééquilibrage de ce côté-là, mais déjà, dis-nous en plus sur cette absence de Pluton et Saturne, et qu'est-ce que ça entraîne. Oui, en fait, alors si dans un thème de naissance, donc Pluton et Saturne sont non dominants, ça peut se traduire, par exemple, par des difficultés pour faire face à l'abstraction, à la complexité, pour adopter une attitude philosophe, lucide. En fait, si Pluton et Saturne sont non dominants, on peut facilement sous-estimer les complexités cachées, que ce soit par rapport aux personnes, aux projets, aux situations. Et en fait, j'ai trouvé des citations qui pourraient être mises en correspondance avec ça. Par exemple, Marion Cotillard qui dit en interview « Je choisis des projets très complexes qui me mettent dans des situations de stress parfois difficiles à gérer.
et elle dit, elle surenchérit donc à propos en particulier du tournage de Macbeth. Donc elle dit c'est le film le plus difficile de toute ma carrière. Le niveau de difficulté m'a paru presque insurmontable. Souvent en interview, on me dit vous aimez relever des défis avec les films que vous choisissez de tourner. Avant, je répondais non. Sur le tournage de Macbeth, je me suis demandé si finalement les journalistes n'avaient pas raison et si je ne me lançais pas inconsciemment des défis. Je ne pouvais pas faire de choses aussi dures, c'était fou de complexité. J'espère ne pas avoir choisi quelque chose finalement de trop ardu pour moi. Donc j'ai trouvé que ça pouvait illustrer cette possible difficulté à prévoir ou à prévenir la difficulté, les complexités qui peuvent se mettre en travers de notre route en fait. Ça lié à ce qu'on a vu précédemment sur la difficulté à se détendre, à être zen, c'était un sacré handicap entre guillemets, mais ça simplifie pas les choses. Ça simplifie pas les choses, effectivement. Et par exemple, par rapport, j'ai juste mentionné très rapidement par rapport à Guillaume Canet sur cette même diapo. En fait, Guillaume Canet, quand on se penche sur ses interviews, on s'aperçoit que lui, il a un côté complètement contraire et donc possiblement complémentaire dans une relation interpersonnelle, où en fait, il est plutôt sur le registre du décalage, de la distance, d'une forme d'ironie d'ailleurs, où en fait, il est dans ses registres préférés, c'est plutôt la satire, la dérision, voire l'insolence, l'impertinence. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment plutôt dans la pensée, dans la distance analytique, et qui prend les choses en relativisant, de façon très lucide en fait. Donc c'est intéressant à mettre en comparaison avec une autre personne, donc Marion Cotillard, pour qui apparemment c'est pas si facile que ça d'avoir ce côté plus philosophe, et on prend les choses avec lucidité, avec philosophie. Oui, effectivement, on se rend compte. Mais de toute façon, on le voit aussi. Là, je suis pas dans l'astrologie, là, je suis dans le ressenti. Quand on les voit s'exprimer ensemble, on sent une complémentarité et on sent deux personnes qui ne sont pas identiques. Là, c'était vraiment les opposés s'attirent pour créer un équilibre. C'est l'impression que donne ce couple. Et là, je m'arrêterai là parce que c'est juste vraiment du ressenti. Oui. Écoute, en tout cas, mille merci Julien pour ce travail. Vraiment, je te dis un grand merci pour tout le travail que tu as fourni sur ce dossier-là, parce que je sais qu'il y a des heures de travail, de recherche, et puis établir le système astrologique. On va, d'ici la fin de l'émission, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à les saisir sur le chat, et puis j'en sélectionnerai 2 ou 3 que je soumettrai à Julien. Juste avant ça, je tenais à rappeler qu'il y a un site, Astro Ariana. Je vous fais un petit partage avec l'adresse mail www.astroariana.com. Sur ce site, vous avez plein d'informations sur l'astrologie conditionnaliste, puisque comme on vous l'a expliqué en début d'émission, là on est dans le cadre d'une astrologie spécifique, dite conditionnaliste. Pour en savoir un peu plus sur l'astrologie conditionnaliste, il y a une émission, je vous en reparlerai tout à l'heure, qu'on a déjà fait il y a presque 1 an, et dans laquelle vous aurez toutes les explications. Julien, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer sur le site Astro Ariana qu'est-ce qu'on peut retrouver, et notamment toute la partie qui nous permet de faire nous-mêmes nos thèmes, et d'en apprendre un peu plus sur nous. Oui, alors en fait sur Astro Ariana, donc tout le contenu est gratuit en accès libre, y compris donc le logiciel Astrosoft, auquel vous pouvez accéder, sur lequel vous pouvez faire votre thème de naissance. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs, vous pouvez vous créer un compte gratuit, c'est pas nécessaire, mais vous avez l'option sur Astrosoft qui vous donne accès à une base de données de 6000 personnalités
Donc il y a de tout, il y a des francophones, des anglophones. Donc si vous voulez aller plus loin, donc c'est gratuit, c'est en accès libre. Et sur le site, donc vous retrouvez tous les articles qui complètent ces portraits, donc avec les portraits des planètes, les portraits des signes du zodiaque. Donc qui vous permettent vraiment d'aller plus loin dans les différentes facettes d'un thème de naissance. Donc il y a beaucoup d'articles, je crois qu'il y a plus de 800 ou 900 articles sur le site, donc il y a de la lecture. D'accord. Moi, je peux que vous inviter, les amis, à vous rendre sur le site Astro Ariana, aller faire un petit tour. C'est déjà juste le fait de pouvoir cocher ses dates de naissance, lieu de naissance, etc., et de voir les graphes s'afficher et d'essayer de repérer quelles planètes ont une incidence, puisque tout est expliqué. Juste pour vous dire, je vais refaire un petit partage d'écran. Si je retrouve la fiche, la voici. Hop, je remets ça à l'écran. L'émission que nous avions fait ensemble avec Julien, Astrologie conditionnaliste, vous la retrouvez en accès libre elle aussi sur le site Nurea, www.nurea.tv, ou sur notre chaîne YouTube directement. Dans le moteur de recherche YouTube, vous tapez Nurea TV Julien Rouget, vous tomberez dessus. Donc moi je vous invite, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'astrologie conditionnaliste, les tenants, les aboutissants, comment ça fonctionne, sur quoi se base cette pratique-là, regardez cette émission. Si vous êtes intéressé pour en savoir encore plus, sachez que sur notre page Vimeo, donc là vous tapez dans Google Nurea Vimeo, où vous avez un lien directement sur le site Nurea pour y accéder. Vous avez une série de 3 cours vidéo dédiés à l'astrologie conditionnaliste. Là c'est vraiment pour approfondir et pour en savoir vraiment plus sur cette science astrologique. Voilà, tout est dit. Avant qu'on ne se quitte, comme prévu, je vais prendre quelques questions et je te laisserai, Julien, y répondre dans la mesure de tes connaissances, comme d'habitude. Ça marche. Quelques commentaires. Il y a Béa qui nous dit « Les émissions de Julien précédentes, mais aussi les cours ateliers expliquent très bien l'astrologie conditionnaliste. » Effectivement, pour les avoir suivis, j'ai la chance en tant qu'animateur de la Web TV de suivre toutes ces émissions, et effectivement, s'il y a certaines choses qui vous ont paru un petit peu complexes ce soir, notamment dans les graphes qui ont été partagés, dans les précédentes émissions, vous avez toutes les explications, mais comprenez qu'on ne peut pas à chaque émission revenir et repasser 2 heures sur l'explication de ce qui a déjà été fait avant, sinon on n'en finit pas. Et ce soir, vraiment, on voulait boucler la boucle avec un vrai cas d'étude. Et encore une fois, Julien, un grand merci à toi pour le travail que tu as fait. Avec grand plaisir. C'était vraiment super agréable à suivre. Alors, première question, une question d'Anaïs qui te demande « Julien, est-ce que tu t'es déjà intéressé à des cas supposés de réincarnation pour étudier les similitudes entre 2 incarnations ?» Intéressant tout ça. Oui, super question. Salut Anaïs, d'ailleurs. Non, pour une simple raison, c'est que c'est vraiment difficile de trouver des données de naissance dans une vie et dans une autre. Puisque pour pouvoir faire une comparaison complète, donc dans l'hypothèse bien sûr où la réincarnation est une possibilité, donc il y a certaines personnes qui pensent que oui, d'autres personnes qui pensent que non, mais dans l'hypothèse où c'est une possibilité, il faut disposer des données de naissance dans la vie précédente et dans la vie actuelle. Donc malheureusement c'est pas facile à trouver. Puisqu'il faut connaître l'heure de naissance, la date de naissance, le lieu de naissance. Ouais. Ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Et ni dans le cul d'une poule, pour reprendre une expression bien connue. Mais c'est vrai que ça permet de préciser une chose quand même, c'est l'importance de la précision des données qu'on va rentrer, notamment sur le site Astro Ariana dans l'application en ligne, le lieu exact de naissance et l'heure, voire minute très important. De la naissance. C'est pour ça que quand on voit les horoscopes dans les magazines, encore une fois, mais ça on en a déjà parlé, je suis bélier, mais en fait je suis bélier en rien du tout, puisque quand je vais sur Astro Ariana et que je regarde, c'est pas du tout sur ce signe-là que les choses se passent pour moi. Là je parle d'un cas concret. C'est pas forcément le cœur du problème. Je vais prendre une seconde question, et celle-là je la trouve vachement balèze, une question de mon ami Manu Alterac, à qui je fais Salut je Manu. transmets toutes mes amitiés. Salut Manu, qui te dit « Julien, selon toi, quelle serait l'astrologie dans des systèmes solaires complètement différents dans notre galaxie, et serait-il différent pour d'autres êtres dû
au nombre plus ou moins grand de planètes. Effectivement, quelqu'un né dans le système d'Orion n'aura pas les mêmes planètes qui vont agir sur lui. Oui, c'est une super question et en fait, on se l'est déjà posé dans le milieu conditionnaliste. Et ben, on n'a pas de réponse, mais c'est une question qu'on s'est posée. Et c'est vraiment une question qui ouvre des perspectives complètement hallucinantes. Parce que voilà, comment on pourrait faire pour un autre système planétaire où il n'y a peut-être pas forcément le même nombre de satellites pour la planète dont on se préoccupe, où il n'y a pas forcément le même nombre de planètes, histoire de compliquer les choses, peut-être qu'il y a une étoile double, pourquoi pas, histoire d'aller bien dans les trucs compliqués. Donc aucune idée bien sûr, parce que pour ça il faudrait expérimenter, il faudrait être sur le terrain. Et malheureusement, on n'a pas encore eu l'immense privilège de voyager dans des systèmes interstellaires, mais ce serait très intéressant. Voilà, impossible de répondre à cette question. On peut faire plein d'hypothèses. Mais du pur point de vue spéculatif, même de ce point de vue-là, c'est vraiment très difficile de répondre en fait. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives. Ça fait tourner la tête. Ça fait tourner la tête. Mais là aussi, c'est une question qui permet de rappeler le cheminement dans la création de la science astrologique conditionnaliste, et même l'astrologie au sens plus large. C'est qu'on est dans des pratiques empiriques, c'est-à-dire qu'on expérimente, un peu comme feraient des chamans avec des plantes, en prenant un petit peu de plantes, en goûtant et on chemine. Donc c'est une science qui s'est construite sur la longueur. C'est pas une science qui s'est construite en un an, et là il faudrait des centaines d'années d'études sur ces nouveaux systèmes planétaires, et peut-être même des milliers si on a, comme tu disais, 2 étoiles, 150 satellites et 38 planètes qui gravitent autour. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. L'astrologie, c'est avant tout le concret qu'on observe. Et donc, il faut pratiquer, il faut tester sur des personnes bien réelles. Il faut observer en pratique, qu'est-ce que ça donne. Il ne faut pas rester dans la théorie. D'accord. Allez, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. Une question de John Sans Souci. Ça, j'aime bien ce pseudo, Sans Souci. John à la cool, qui nous dit Julien, y a-t-il des indications de la vie antérieure dans notre carte natale, dans notre thème astrologique? Est-ce qu'on peut trouver des infos sur nos vies précédentes en faisant un thème astrologique? Oui, alors en fait, il y a une approche de l'astrologie que je ne connais pas du tout, mais qui s'appelle l'astrologie karmique, qui justement se préoccupe de ce type de problématique. Alors je ne connais pas du tout, donc tout simplement je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas si tu approfondis l'astrologie karmique, peut-être qu'il est possible de trouver des réponses, mais je ne peux pas me prononcer puisque je ne connais pas. D'accord. Au moins on sait que ça existe. Voilà. Donc à creuser pour ceux que ça intéresse. Et on se quitte sur une dernière question. Amandine qui te dit: Salut Julien, quel est le rôle des maisons? Est-il aussi important que celui des planètes? Pourquoi ne pas en avoir parlé? Est-ce qu'en astrologie conditionnaliste, il y a ce terme, ce concept qui est utilisé, celui des maisons? Oui. Tout à fait. Alors, il existe bel et bien en astrologie conditionnaliste, tout simplement du point de vue de ce qu'on observe en pratique. Il semble, donc je dis bien il semble, d'après l'observation, que ça n'ait pas une importance si grande que ça en fait. Et ce qu'on observe en pratique, c'est que ce sont les planètes qui sont vraiment au top de la priorité en termes d'indication sur la personnalité. Ensuite, si on veut apporter plus de nuances par rapport à ça, on peut se préoccuper des signes qui apportent des nuances, des subtilités. Comme on l'a vu ce soir. Voilà, exactement, donc comme on a vu ce soir. Et en fait, par rapport aux maisons, il semble que ça ne donne pas tant d'indications que ça, mais on peut imaginer que si ça en a, ce serait un troisième niveau où l'importance est encore moindre par rapport aux planètes et par rapport aux signes. Donc en fait, c'est les planètes en premier, les signes en deuxième, et éventuellement à confirmer les maisons en troisième.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour tes réponses Oui, avec plaisir. aux questions des Nuréens. Merci à vous les Nuréens d'avoir pris le temps de nous suivre et de nous accompagner durant ce long direct finalement, hein, plus de 2 heures. Je tiens à souligner Julien, et tu vas être mon porte-bonheur, que ce soir nous n'avons pas eu de coupure. C'est vrai. Et ça C'est fait vrai. bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé en live. Nora, elle, faisait ses lives Merci à tranquillement. l'univers. Merci l'univers. J'avais fait une petite requête avant l'émission. Je vois qu'elle a été entendue. Donc un grand merci. Et encore surtout, Julien, un grand merci à toi pour le travail que tu as fourni et pour ce que tu nous as présenté ce soir. C'était une nouvelle fois très agréable de partager une émission en ta compagnie. Et j'invite toutes celles et ceux qui veulent approfondir le sujet sur l'astrologie conditionnaliste à voir les vidéos qui ont déjà été faites. Pourquoi pas à s'inscrire aux cours vidéo qu'on propose sur notre page Vimeo. Et à aller faire un petit tour aussi sur le site www.astroariana.com. Il y a des articles, il y a j'ai pas le mot, mais le truc en ligne pour faire votre thème, l'application, voilà. L'application ou le logiciel. Peu Le importe. logiciel, le truc, l'application, le bidule. Le En truc. tout cas, tout ce qu'il faut pour en apprendre un peu plus. Donc n'hésitez pas, soyez curieux si ça vous intéresse. Et Julien, il me reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de soirée. Et Merci, te Guillaume, dire, à toi j'espère, à aussi. une prochaine en ta compagnie. Avec plaisir. Merci beaucoup Julien. Les Nuréens, de votre Au côté, revoir. moi je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, bon courage pour demain et ceux qui finissent leur semaine au travail, et puis bon courage à toutes et à tous en tout cas, et puis bon week-end également. On vous retrouve la semaine prochaine sur Nuria TV, je crois que c'est Nora qui prend le relais mardi prochain si je ne me trompe pas, en compagnie de Christelle Séval, et moi je vous retrouverai aussi la semaine prochaine pour une émission en live. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt les Nuréens. Ciao.